Ce garçon était le bâtard d'une famille royale. Depuis son enfance, Johan était battu par ses frères parce qu'il était faible. C'est là qu'il a appris que la seule personne en qui il pouvait avoir confiance était lui-même. Après s'être réincarné dans le corps d'un prince bâtard, il prit une décision, devenir un culturiste. Il s'entraînait en courant des kilomètres, en mangeant des quantités folles de protéines et en pratiquant les arts martiaux chaque jour. Après des années d'entraînement brutal, il est devenu un monstre. Il pouvait frapper à travers les arbres et abattre des forêts entières. Car à chaque entraînement, sa force écrasante continuait de croître sans limite. Ce monde est un endroit où le sang des faibles est versé et où les forts le boivent. Une créature marche dans une forêt sombre. Elle s'arrête puis commence à brouter quelques feuilles. Caché dans les buissons, un chasseur observe. C'est sa proie. Il se rappelle de rester calme, de se souvenir de son entraînement. La corde de l'arc tendue, il prépare son tir. Mais au moment où il relâche, l'arc se brise. Le bruit soudain effraie l'animal. Son compagnon crie le nom du seigneur Johan. Il exige de savoir pourquoi Johan a cassé l'arc au lieu d'attraper la proie. Johan répond que l'arc s'est cassé trop facilement, mais l'homme rétorque qu'il ne l'a acheté qu'il y a une semaine. Il demande pourquoi un noble comme Johan insiste pour être un chasseur. Il suggère qu'il aurait pu apprendre l'escrime à la place. Le jeune noble reste silencieux. Il explique que l'escrime ne paie pas tant qu'on n'est pas engagé, puis suggère qu'il continue. Il a besoin d'argent pour survivre dans ce monde pourri. Son nom est Johanetz. Mais avant, il était Kim Johan. Il s'est réincarné dans ce monde après un accident. Bien que né noble, il est le dernier dans la hiérarchie de sa famille. Il n'a aucune chance d'hériter de quoi que ce soit. Soudain, son compagnon l'arrête. Devant eux se trouve une meute de loups. Son compagnon tire une flèche près de l'une des bêtes. La meute se disperse de peur. Johan observe en silence. Le monde dans lequel il s'est réincarné est une ère médiévale très réaliste. Il trouve un tas de corps. Le jeune homme commente que même la mort ne leur accorde aucun repos. Son compagnon demande s'il pourrait être de leur village. Johan dit que c'est difficile à dire, mais une chose est sûre. Les faibles ne sont que des proies pour les forts. Et pour éviter de devenir une proie à cette époque, il a besoin d'argent. Quand il est arrivé dans ce monde, il espérait éveiller une capacité incroyable. Il a réalisé que ça n'existait pas ici, alors il a changé d'objectif. Cet objectif, c'est l'argent. Avec de l'argent, il peut quitter ce territoire et faire n'importe quoi, devenir marchand ou même fermier libre. Alors que Johan est absorbé par ses pensées, son compagnon l'appelle pour voir quelque chose. Il lui montre l'herbe médicinale qu'il avait mentionnée, l'herbe du petit démon. C'est rare et excellent pour arrêter les saignements. Johan s'empare immédiatement de l'herbe. Ça doit coûter cher. Il range la plante. Soudain, le jeune homme aperçoit une sacoche d'herbe par terre. Il dit à son compagnon qu'il l'a fait tomber, mais l'homme dit que ce n'est pas la sienne. Johan pense que c'est impossible car personne d'autre ne va aussi loin dans la forêt. Le chasseur plus âgé réalise alors quelque chose. Un bruit soudain résonne dans les bois, les surprenant tous les deux. Ils entendent quelqu'un courir désespérément pour de l'aide. Les aboiements des loups se rapprochent, les mettant en alerte. Puis ils trouvent un enfant acculé en haut d'un arbre par une meute de loups. Son compagnon la reconnaît, c'est d'elle, la fille de Robert. Il se demande ce qu'un enfant fait ici. La meute de loups s'approche. Joseph prévient qu'il y a trop de loups pour les affronter seuls. Il suggère de battre en retraite pour chercher de l'aide, mais Johan avance simplement vers eux. Son compagnon l'avertit que ce ne sont pas des loups ordinaires. Le jeune homme dit qu'il va les distraire pour que Joseph puisse sauver d'elle. Joseph reste silencieux face à l'attitude du noble. Il n'arrive pas à croire que Johan s'offre en appât pour sauver une simple roturière. Johan réalise alors que cet endroit est une mine d'or. Il aurait dû se dépêcher d'apprendre à chasser. Il compte au moins 10 loups. Il calcule que s'il vend toutes les peaux, il fera fortune. Puis, il crie à ses précieuses sources d'argent de l'attendre. Le chasseur plus âgé ne comprend pas ce qui se passe. Johan dégaine son épée. Son compagnon se demande quel genre d'escrime désordonné c'est. Les animaux se précipitent pour l'attaquer. Il bouge rapidement. L'un des loups lui saute dessus. Il mord la lame de son épée. L'épée se brise après que le loup l'ait mordu. L'animal recule sous l'impact, surprenant Johan. Puis un autre loup attaque sur le côté. Il est rapidement encerclé par la meute. Joseph observe la scène en appelant son seigneur. Il crie désespérément le nom de Messire Johan. Pendant ce temps, au village de Baltroden, la famille Hitz effectue son inspection territoriale. Les villageois s'inclinent au passage de l'entourage. Protège un enfant dans ses bras. Madame Hetz, la concubine, se plaint de la mauvaise odeur de l'endroit. Le fils aîné, Philippe Hetz, reste silencieux. Josan Hetz, le seigneur du territoire, se plaint aussi de la puanteur de la campagne. Philippe informe son père que Johan n'a pas été retrouvé. Il suggère d'envoyer des soldats à sa recherche. Josan réagit avec colère à la mention de ce nom. Il dit d'oublier ce garçon. Il se fiche qu'il meure comme sa mère. Le seigneur Josan continue de rire d'un air moqueur. Il s'arrête brusquement en apercevant quelque chose. Gessen s'interroge sur une grande botte de foin à l'entrée du village. Un villageois explique qu'ils ont couvert les traces de l'entraînement de Johan. Le seigneur se moque. Il continue de se moquer, se demandant comment un insecte pathétique pourrait même s'entraîner.
Mais son expression change complètement quand il voit ce que le foin cachait. Jessène voit la marque d'un poing parfaitement incrusté dans un tronc d'arbre. Puis il remarque que plusieurs autres arbres environnants ont été détruits de la même manière. De retour dans la forêt, Johan est au sol, encerclé par la meute de loups. Un loup grogne mais hésite avant de mordre. Réalisant que le combat à l'épée n'est pas son style, il jette l'animal de côté. Il défie alors ses adorables sources d'argent de l'attaquer. Maintenant, il va se battre à sa manière. Pour ne pas devenir une proie à l'ère de la survie du plus apte, il a besoin d'argent. Et pour gagner cet argent, il sait qu'il doit vaincre la meute qui s'avance vers lui. Il a besoin d'une force écrasante, suffisante pour transcender les limites humaines. Et avec une rafale de coups de poing, il attaque la meute. Joseph observe la scène, paralysé. Les coups frappent les loups de plein fouet. Il en projette un au loin avec d'autres. Il saisit une autre créature par le cou et l'achève d'un coup précis. L'animal tombe sans vie au sol. Son compagnon a du mal à croire à une telle force. Johan se tient au milieu des loups abattus, et il se demande combien tout cela vaut. Johan n'a d'autre choix que d'accepter une dure vérité. La vie dans ce monde n'était pas facile. Ses frères de haut rang l'ont traité de bâtard illégitime sans mère. Ils le tourmentaient constamment, le battant quand bon leur semblait et le menaçant s'il osait riposter. Il a vite réalisé à quel point ce monde était impitoyable. Personne ne se soucierait de sa mort. La seule personne sur qui il pouvait compter était lui-même. Alors il cesse de demander de quoi il avait besoin pour survivre dans un monde médiéval. Heureusement, il avait un avantage sur les gens de cette époque, sa vie passée d'étudiant moderne. Grâce à cela, l'esprit de Johan recelait des connaissances que les gens du Moyen-Âge ne pouvaient même pas imaginer. Il a décidé d'utiliser ces connaissances, en commençant par la science de l'exercice et l'entraînement par intervalles à haute intensité. Il l'a aussi utilisé pour créer un régime alimentaire équilibré à partir d'aliments que les autres jetaient comme des déchets. Le jeune homme a créé un programme d'entraînement basé sur la science moderne et a pratiqué les arts martiaux de combat rapprochés. Et ainsi, son entraînement continu s'est accumulé avec le temps. Après plusieurs années, ses efforts ont porté leurs fruits. Il a continué à frapper l'arbre. Finalement, l'arbre a cédé, se brisant sous l'impact. À chaque séance, son corps manifestait une force encore plus écrasante. Il se sentait revigoré. Personne ne savait si cette force était une bénédiction ou un nouveau défi. Le bruit de la bataille dans la forêt a finalement cessé. Johan s'est épousseté les mains. Il a regardé les loups vaincus et a confirmé que cela semblait être le dernier d'entre eux. Joseph a pris des nouvelles de Dell, et la fille l'a serré dans ses bras. Le chasseur plus âgé a soupiré. Il a réprimandé messire Johan pour son imprudence, l'interrogeant sur le danger qu'il avait couru. Mais il a admis avoir été ému par l'action honorable de Johan, s'interposant devant une bête pour sauver la jeune servante. Johan, cependant, se demandait seulement quelle peau de loup se vendrait au prix le plus élevé. Il a demandé ce que Joseph avait dit, mais l'homme a répondu que ce n'était rien. Puis le jeune homme s'est tourné vers d'elle pour lui demander si elle allait bien, et la fille l'a remercié. Soudain, son expression a changé. Derrière eux, une créature géante a émergé de l'obscurité. Ils se sont tournés pour faire face à la nouvelle menace, et la fille s'est couvert le visage. La créature les a fixés droit dans les yeux. La créature géante a grogné sur Johan. Joseph a crié que c'était un monstre. Il a insisté pour que messire Johan s'enfuit, affirmant qu'un monstre de cette taille nécessitait une armée entière pour être vaincu. Johan a juste demandé si la créature était leur chef. Il s'est excusé d'avoir tué ses subordonnés, expliquant que les peaux de loup se vendaient à un bon prix. La créature a continué de grogner. Il a réalisé que le monstre le voyait comme une proie. Il a bondi, la gueule ouverte pour l'attaque. Johan a dit que peu importait ce que c'était. Une pierre à la main, il a déclaré que la peau du monstre vaudrait encore plus. Il a frappé la tête de la créature avec la pierre. Le monstre a reculé sous la blessure. Johan s'est plaint d'avoir égratigné la peau, se lamentant que le prix allait baisser. La créature l'a regardé avec fureur. Il a poussé un hurlement qui a résonné dans la forêt. Le hurlement de la créature a affecté tout le monde. Ils se sont immédiatement bouchés les oreilles. Johan a également réagi au son perçant. Il s'est demandé ce que c'était. Il a réalisé que sa force s'épuisait. Soudain, une bataille féroce a éclaté dans la clairière. Johan est tombé au sol, complètement désorienté. En se relevant, il a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Il a regardé autour de lui, se demandant où était le monstre. Puis il a réalisé que la créature avait disparu. Il a aperçu Joseph et Dell allongés sur le sol. En s'approchant d'eux, il a vu qu'ils étaient tous en sécurité. Il a soulevé Joseph sur son dos en disant qu'il devait rentrer rapidement avant que d'autres monstres n'apparaissent. Il a commencé à s'éloigner de la scène. En marchant, il regrettait de ne pas avoir pu prendre les peaux de loup qu'il désirait tant. La nuit s'est poursuivie dans la forêt silencieuse. En approchant, il a remarqué que le village était encore éclairé. Il se demandait si tout le monde cherchait d'elle, espérant marquer des points auprès de son père. Il a imaginé son père le nommant successeur pour avoir vaincu une meute de loups, mais il a écarté l'idée, espérant qu'il le nommerait au moins à la garde pour qu'il n'ait plus à se soucier de la nourriture. Soudain, il s'est arrêté, remarquant quelque chose. Une torche éclairait l'obscurité devant lui.
Il a rencontré la suite d'inspection de son père qui bloquait le chemin. Johann ne comprenait pas ce qui se passait. Philippe écrit le nom de Johann. Il demande furieusement pourquoi Johann a manqué l'inspection de leur père. Johann réalise soudainement qu'il avait complètement oublié son engagement. Gessen s'approche à cheval, traitant Johann de bâtard immature. Il met pied à terre, plantant fermement ses pieds sur le sol. Tenant d'elle inconsciente, Johann essaie d'expliquer son absence à son père, mais Gessen lui dit de se taire. Gessen lève sa hache. Il menace de fracasser le crâne de Johann pour avoir osé l'ignorer. Le jeune homme regarde le sol un instant, puis il lève les yeux. Johann déclare qu'il n'a pas manqué l'inspection exprès. Il sauvait des gens dans la forêt. Un homme de la foule se précipite en reconnaissant la petite d'elle. Il étreint l'enfant, reconnaissant qu'elle soit saine et sauve, disant qu'il l'a cherchée partout. L'homme continue de serrer d'elle dans ses bras, répétant à quel point il est heureux de l'avoir retrouvée. Johann montre du doigt et explique que la fille était encerclée par des loups dans la forêt et qu'il s'est battu pour les vaincre. Devant les villageois, il conclut que bien qu'il ait manqué l'inspection, il a rempli son devoir de fils d'une maison de chevalier. Il s'incline pour s'excuser, promettant de continuer à faire de son mieux pour la sécurité du domaine. Johann suggère même que ce serait formidable si son père lui donnait le poste de capitaine de la garde. Il sourit, croyant que son autopromotion était parfaite. Gézan met en doute l'histoire, exigeant de voir les morts comme preuve. Johann insiste qu'il ne ment pas. Il prétend avoir même rencontré le grand loup noir. Les villageois observent l'échange. La bouche de Gézan s'ouvre de stupeur. Il accuse Johann de mentir et menace de lui arracher la bouche. Johann demande un duel, acceptant de prouver ses compétences. Il se détourne, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix. Gézan accepte avec un sourire narquois, disant qu'il verra bien à quel point le garçon est vraiment doué. Il ordonne à Johann de lever son épée pour un duel n'impliquant que des armes. Johann le dévisage, répétant la question sur le combat avec une arme. Il réalise soudain que son père ne lui a jamais appris à en utiliser une. Le père et le fils se font face au centre de l'arène. Gessen lui ordonne de dégainer son épée. Johann montre la garde de son épée brisée. Gessen ordonne alors à Philippe de prêter sa lame à Johann. Philippe s'approche, conseillant à Johann d'implorer son pardon. C'est le seul moyen pour lui de s'en sortir vivant. Johann refuse. Il insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal et qu'un homme ne fuit pas. Il repousse son frère, empoigne la nouvelle épée et se prépare pour le duel. Gisant ajuste son casque pour le combat. Faisant face à son père, Johann se concentre. Déterminé à prouver sa valeur, il charge à l'attaque. Gisant regarde avec de grands yeux. Johann se déplace avec une force écrasante. Son épée frappe la hache de Gisant de plein fouet. La lame se brise sous l'impact. Un éclat s'envole, frappant Johann à la tête. Gisant recule, serrant toujours son arme. Il fusille son fils du regard, les dents serrées. Gisant avance avec la hache, traitant Johann de parasite. Johann se penche en arrière sous la force du coup. Philippe déclare que Johann a insulté le seigneur. Un villageois commente que Gisant a vraiment l'intention de le tuer. Gisant attaque à nouveau, hurlant qu'il n'a jamais appris à Johann le maniement de l'épée parce qu'il est inutile. Il poursuit l'attaque, affirmant que Johann ne le surpassera jamais. Gisant crie que le domaine est à lui et que personne, pas même l'empereur, ne peut le lui prendre. Johann le regarde fixement tandis que le sang coule sur son visage. Le sang de la blessure au front goutte dans ses yeux. Philippe hurle le nom de Johann. Gisant frappe avec le côté du manche de la hache vers le visage de Johann. La foule regarde. Johann bloque le coup avec la garde de son épée, qui commence à se fissurer sous la force. La garde se brise en morceaux. Il regarde son père et s'avoue vaincu. Johann s'agenouille devant Gisant, entouré de fragments d'épée éparpillés. Gisant s'approche et lui dit de rester à sa place. Il menace Johann, disant que s'il le revoit, il lui fracassera vraiment le crâne. Gisant se retourne et part, abandonnant Johann agenouillé seul dans l'arène. La foule l'entoure, et un villageois l'appelle par son nom. Loin de là, dans une église, une voix déclare que les actions de Sergueï étaient injustes. À l'intérieur, Johann dit à l'orateur de baisser la voix, mais le prêtre crie qu'il s'en fiche car il vient du Vatican. Il continue, se demandant comment Gisant a pu traiter son propre fils de cette façon. Johann, la tête bandée, insiste sur le fait qu'il est vivant et qu'il va bien. Le prêtre se plaint que c'était ridicule. Le jeune homme détourne le regard. Il s'appuie contre une table, se lamentant. Bien qu'il n'ait jamais appris le maniement de l'épée, il ne réalisait pas qu'il était si impuissant. Le prêtre le console, expliquant que sa défaite est logique. Sergueï Gessen est un guerrier aguerri qui a hérité des techniques familiales. Il raconte une rumeur selon laquelle Sirets aurait autrefois tué 300 soldats seuls sur un domaine voisin, ce qui impressionne Johann. Johann commente l'importance de la technique. Il ajoute qu'il pensait pouvoir vaincre son père puisqu'il avait affronté un énorme loup noir. Le prêtre se tourna brusquement vers lui. Il attrape Johann, exigeant de savoir s'il est vrai qu'il a vu un loup noir dans la forêt. Johann confirme l'histoire, ajoutant que Joseph et Del l'ont vu aussi. Le prêtre réagit avec alarme. Johann demande quel est le problème avec le loup. Le prêtre se détourne, tirant un livre d'une étagère. Il l'ouvre devant Johann. Le prêtre explique que les loups noirs ont longtemps été considérés comme tabous,
un présage de mort. D'anciennes histoires disent qu'il apporte la mort et le carnage. Johann dit qu'il n'y croit pas, mais suppose que le loup a pu présager son duel avec son père. Le prêtre le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter. Ce ne sont que de vieilles histoires. Il suggère que Dieu aide peut-être Johann parce qu'il est une bonne personne. Le prêtre conclut cela lui-même, faisant sourire Johann. Johann met cela en doute. La scène s'éloigne pour montrer une vue nocturne du domaine. La narration se déplace vers la baronnie des Brie, près des Islandes. Des appels à l'aide et des supplications pour la pitié résonnent dans la nuit. Une femme serrant un enfant dans ses bras supplie pour sa vie. On les voit tous les deux dans leurs derniers moments. Une traînée de sang s'étend dans l'obscurité. Une main tombe sans vie sur la terre. Un soldat demande pourquoi ils essaient de fuir. Un autre répond qu'ils mourront de toute façon, notant la cruauté de la situation. Un troisième soldat remet en question l'ordre de tuer tout le monde et de brûler les corps, puis décide qu'ils s'en fichent. Ils font juste leur travail pour l'or. Deux silhouettes se rencontrent devant une grande porte en feu. Un homme s'agenouille devant Sir Karamov, rapportant que les mercenaires sont finis. Il lui remet la chevalière de la famille Brie. Karimov se contente de répéter le nom de la famille. Elle commente qu'elle avait de grandes attentes pour Brie, mais qu'il n'a pas résisté à 2 attaques. Karimov se présente alors comme l'épée du Saint-Empire et la représentante de Sa Majesté impériale. En tant que collectionneuse de sceaux, elle décrète qu'elle punira tous les nobles corrompus selon les souhaits de l'empereur. Elle promet que tous ceux qui se tiennent aux côtés de l'empereur seront récompensés par de l'or et de l'honneur. Karimov pointe vers l'avant, ordonnant à ses troupes de tuer, piller et tout brûler. Son armée avance, déclarant que le domaine d'Hésite est le suivant. Sur un champ de bataille, 2 silhouettes échangent des coups d'épée. Les lames s'entrechoquent dangereusement près du haume d'un guerrier. Un chevalier en armure de plate complète bloque une attaque. Son adversaire encapuchonné part en retour. Les épées s'entrechoquent violemment. Un mouvement rapide arrache le haume du guerrier encapuchonné. Du sang gicle dans l'obscurité. Le casque vide roule sur le sol en pierre, révélant le visage ensanglanté de l'homme. Ses yeux s'ouvrent brusquement. Johann se redresse brusquement dans son lit, haletant. Il est seul dans sa chambre. La main sur son visage, il se demande si ce n'était qu'un rêve. Puis la prise de conscience le frappe. Il fait le même cauchemar depuis des jours, depuis qu'il a vu ce loup noir. Il se souvient du vieil avertissement. Le loup est un ancien présage de malheur. Son existence même était un mauvais signe, qui répandait le sang et apportait la mort. Il se souvient que même les prêtres l'appelaient le signe de la mort, mais Johann rejette cette pensée. Ce n'est qu'une légende, se dit-il. Il n'a pas fait de mal au loup. Puis le souvenir de sa rencontre avec la créature dans la forêt lui revient. Il lui a bien lancé une pierre assez grosse. Secouant ses pensées inutiles, il décide d'aller s'entraîner. Au crépuscule, Johann s'entraîne seul sur une colline. Une voix le traite de morveux inutile. Il se retourne. 2 hommes s'approchent, lui rappelant l'avertissement de son père de faire profil bas. Il le provoque, ricanant, demandant si couper du bois toute la journée le rend vraiment plus fort. Plus fort. La moquerie continue. Fendre des bûches est un tour de bas étage pour quelqu'un comme lui, disent-ils. L'un se moque de son rêve de rejoindre la garde, insistant sur le fait que son père ne nommerait jamais un déchet comme lui. Il termine en disant que son père ne l'utiliserait que pour lui ouvrir le crâne et le donner à manger au cochon. D'un seul coup de poing, Johann pulvérise complètement la bûche de bois devant lui. Les 2 hommes le fixent, les yeux écarquillés, la bouche bée. Il se tourne vers la souche d'arbre éclatée, puis de nouveau vers les hommes. Il les invite à s'approcher et à répéter ce qu'ils viennent de dire. Ils refusent et s'enfuient, criant qu'ils raconteront tout au père de Johann. Il les regarde partir en marmonnant que ce sont de pathétiques idiots de ne pas s'inquiéter de leur propre avenir. Décidant de les ignorer, il retourne à son entraînement. Une autre voix confirme que ce qu'ils ont dit est vrai. Philippe s'approche, informant Johann que leur père n'a aucune intention de le nommer à un quelconque poste. Johann répond qu'il s'en doutait. Vu qu'il n'a pas encore été tué, ça pourrait être pire. Philippe demande s'il est déçu, mais Johann dit simplement qu'il devra trouver un autre moyen de gagner sa vie. Alors Philippe révèle la vérité. Leur père a peur de lui. Johann arrête son coup de poing en plein vol. Le jeune homme se tourne pour faire face à son frère. Philippe explique que la force indéniable de Johann est une menace pour leur père. Père veut des fils obéissants comme Philippe, mais Johann insiste pour vivre selon ses propres principes. Philippe conclut que leur père croit que la force de Johann lui prendra tout un jour, tout comme il a autrefois tout pris à leur grand-père. Johann se retourne avec un sourire, qualifiant tout cela d'absurde. Philippe ordonne à un serviteur d'apporter ce qu'il a demandé, et l'homme obéit promptement, ouvrant un grand sac en toile. Johann fixe le contenu, demandant ce que c'est. À l'intérieur du sac se trouve un surcot, une épée longue et un plastron de rechange. Philippe déclare qu'ils n'est pas comme leur père. Ils n'est pas assez sots pour écarter quelqu'un de compétent. Johann le regarde en silence. Philippe promet alors de nommer Johann capitaine de la garde une fois qu'il deviendra seigneur. Il lui demande de continuer à s'entraîner et d'arrêter de causer des ennuis. Johann lui répond en criant qu'il ne commence jamais les ennuis. Philippe et le serviteur s'en vont, laissant le jeune homme seul sur la colline. Il baisse les yeux sur le plastron et réalise que c'est exactement la même armure que dans son rêve.
Il se demande si la portée signifie qu'il mourra de la même manière que dans le cauchemar. Pourtant, pour une raison quelconque, il sent qu'il peut surmonter ce destin, même sans preuve. Johan décide que, quoi qu'il en soit, il aura besoin d'équipement s'il veut gagner. Il enfile le plastron et la cape, ajustant l'équipement à son corps. Un rire résonne au loin alors que le soleil se couche. Dans une taverne, un homme insiste sur le fait qu'il dit la vérité, mais un autre l'accuse d'inventer des histoires. Le premier homme raconte comment Sir Johan a tué des loups et a dégainé son épée uniquement pour sauver Dell et Joseph, le qualifiant de véritable modèle de chevalier. Deux hommes conviennent que Johan est bien plus noble que le seigneur Gézan, tandis qu'une silhouette encapuchonnée écoute à proximité. Un autre villageois ajoute que Johan aurait simplement dû couper la tête de Gézan ce jour-là. Joseph arrive au bar et annonce que c'est sa tournée. La silhouette encapuchonnée demande pourquoi. Joseph lève sa chope proposant un toast à Sir Johan pour avoir sauvé sa fille, Dell. L'un des hommes se tourne vers l'étranger, lui demandant qui il est, car il ne l'a jamais vu dans les parages. La silhouette encapuchonnée se contente de souligner qu'il disait du mal du Seigneur devant un parfait inconnu. Le villageois le dévisage. L'étranger commente que les habitants d'ici ne semblent avoir peur de rien. L'homme encapuchonné dit alors qu'il a trouvé leur histoire assez intéressante. Il exige qu'ils lui en disent plus, effrayant les villageois. Il précise qu'il veut en savoir plus sur Johannes. Au loin, Johan traverse le village la nuit. Il rêve éveillé de la promesse de Philippe de faire de lui le capitaine de la garde, croyant que sa voie dorée est enfin arrivée. Soudain, Johan s'arrête de marcher et regarde sur le côté. Il aperçoit un homme ivre assis par terre. Décidant qu'en tant que futur capitaine de la garde, il ne peut ignorer un citoyen, Johan s'approche. Il propose de raccompagner l'homme chez lui pour qu'il n'attrape pas froid. Soudain, il sent quelque chose de glacial contre son cou. Un poignard est pressé contre sa gorge. Il lève les yeux, essayant de comprendre ce qui se passe. Il se demande si Gézan a envoyé l'assassin mais écarte cette pensée. Puis il pense à la maîtresse ou même à Philippe. Il n'arrive pas à deviner qui l'a envoyé. Johan demande à son agresseur ce qu'il veut. Supposant qu'il s'agit d'argent, il offre tout ce qu'il a en échange de sa vie. Mais l'homme encapuchonné affirme qu'il a déjà bien plus d'argent qu'il n'en faut. Le personnage l'appelle par son nom et dit qu'il va lui poser une question. Il le prévient. Si la réponse ne lui plaît pas, sa gorge sera tranchée sur le champ. Johan est choqué par cette condition, réalisant qu'une mauvaise réponse signifie la mort. Il se ressaisit, déterminé à donner la réponse parfaite pour survivre. L'homme annonce que l'interrogatoire commence. Johan se prépare. L'homme encapuchonné commente le physique de Johan et lui demande s'il est vraiment le fils de Gésen. Johan est décontenancé par la question. Face à un enjeu de vie ou de mort, il grince des dents, ne sachant pas quoi répondre. Finalement, Johan répond que parfois un lion peut naître de la lignée d'un porc. Le personnage encapuchonné reste silencieux. Johan se demande s'il a donné la mauvaise réponse. La capuche de l'homme bouge légèrement. Soudain, il éclate de rire. Il déclare que la réponse lui a plu, mais refuse la demande de Johan d'être libéré. Le personnage déclare que Johannes lui appartient désormais. Johan ne comprend pas ce que cela signifie. Cet homme est Cagal, le plus grand assassin de l'Empire et le maître des poisons de la guilde Nazo. Il a perfectionné son art de l'épée à travers d'innombrables meurtres, devenant connu comme le serpent venimeux. Mais Cagal avait un problème. Il ne trouvait pas de successeur pour hériter de sa technique. Il a cherché partout, mais n'a trouvé que des personnes incapables de lui succéder. Quelques-uns ont montré du potentiel, mais ont finalement été vaincus. L'un d'eux a refusé d'apprendre les compétences d'un assassin, préférant la mort plutôt que de souiller son honneur. Cagal a exaucé son vœu. Plus de 30 héritiers de familles de chevaliers sont morts de sa main. Impatient, il a rendu visite à la sorcière de l'Empire. Une voix l'appelle le serpent venimeux, celui qui offre une mort paisible à tous. La sorcière révèle que le disciple qu'il cherche réside dans le château d'Eitz, l'un des fils de ce seigneur. Cagal se demande si son successeur pourrait vraiment se trouver dans un endroit aussi oublié. La sorcière lui propose de le rembourser si la prophétie échoue. Il accepte le marché, décidant de lui faire confiance. Cagal voulait y croire, il avait perdu trop d'années et le temps lui manquait. Pourtant, le doute l'accompagnait alors qu'il entrait dans le domaine des Itz. En regardant le château, il a décidé qu'il tuerait le garçon s'il ne lui plaisait pas. De retour au présent, Cagal se présente comme le maître de la guilde Nazo et dit que Johan deviendra son successeur. Il lui donne le choix, mourir par son épée ou apprendre son art de l'épée. Ce sont les seules voies possibles. Johan reste sans voix face à cette proposition. Alors, Johan crie en demandant combien il doit payer pour apprendre. Cagal répond qu'il ne prend pas d'argent, ce qui surprend Johan. Il réalise qu'un maître de guilde doté d'un talent incroyable va lui enseigner gratuitement. Johan attrape Cagal, disant qu'il a attendu toute sa vie quelqu'un comme lui, mais Cagal lui rappelle que son art de l'épée est celui d'un assassin. Il l'avertit que le simple fait d'apprendre cette technique fera de lui une honte pour toute famille de chevaliers. Johan hurle qu'il se fiche de l'honneur ou de la honte et le supplie de lui enseigner. Cagal accepte, notant que c'est la première fois qu'il rencontre ce genre de gamin. Johan s'adresse à lui en l'appelant maître. Il demande ensuite s'il recevra une allocation puisque Cagal a mentionné avoir beaucoup d'argent.
Cagal le dévisage, concluant que ce gamin est vraiment incroyable. La scène change pour le château des Hitz. Josan Hitz, monté sur son cheval, annonce que l'inspection est terminée et qu'il sera absent pendant un certain temps. Philippe lui dit au revoir et promet de s'occuper du château. Madame Hitz déclare alors que peu importe ses efforts, ce château sera à elle. Philippe la traite d'idiote et affirme qu'il sera le prochain seigneur du château. Gisant se détourne en disant qu'il en a marre d'eux deux et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À l'intérieur du château, Philippe informe son père que Johan n'est pas encore revenu et demande ce qu'il doit faire. Philippe regarde son père, mais Gisant lui ordonne de ne pas perdre de temps avec ce gamin. Sa mort n'est pas leur problème. Philippe s'excuse auprès de son père. Il se détourne, se demandant où est Johan et ce qu'il fait. Pendant ce temps, dans la forêt près du château, Cagal dit qu'il va vérifier les compétences de Johan. Johan demande à emprunter une épée, expliquant qu'il les casse fréquemment. Cagal lui entend une. Cagal l'observe, trouvant le garçon imprudent et n'aimant rien de lui. Il tire sa propre épée, envisage de le tuer sur le champ, et lui demande s'il est prêt. Johan répond oui, l'épée à la main. Le maître et l'apprenti s'affrontent dans la forêt. Cagal remet en question la posture de Johan et décide que lui aussi doit mourir. Johan demande s'il doit utiliser l'escrime ou s'il peut se battre comme il le souhaite. Cagal lui dit de faire comme il préfère. Cagal l'autorise à se battre avec n'importe quoi, poing, pierre ou lame. Johan serre fermement l'épée. Il déchaîne une puissance écrasante. Cagal l'observe au milieu des fragments qui volent en éclats dans les airs. À ce moment-là, il a enfin compris. Tous ses doutes étaient complètement infondés. Les yeux de Cagal s'écarquillent devant cette révélation. Ce garçon était monstrueusement fort. Johan charge avec un coup de poing qui crée une immense pression d'air, surprenant Cagal. Cagal réalise que si ce coup de poing l'atteint, ses poumons et ses muscles seront écrasés. C'est comme s'il ne combattait pas un humain, mais un lion. Plus tard, la main de Cagal repose sur la poignée de son arme. La scène montre un combat intense où son maître se déplace de manière imprévisible. Johan s'interroge sur ses déplacements, ne sachant pas si l'attaque viendra d'en haut ou d'en bas. Puis la lame du maître le frappe en plein visage. Il est projeté au sol par l'impact. Son maître recule de quelques pas, l'observant allongé là. Il commente qu'il l'a frappé avec le plat de la lame, et pourtant Johan ne s'est pas évanoui. Il le traite de ridicule. Le maître affirme que s'il était né il y a 1000 ans, on l'aurait appelé un héros légendaire. Johan le remercie, mais Cagal l'interrompt pour dire qu'il y a une faiblesse critique. À ce rythme, il mourra quoi qu'il arrive. Allongé, Johan lui demande ce qu'il veut dire par là. Le maître explique que Johan ne peut pas contrôler sa force et que cela le tuera. Johan rétorque que ce n'est pas comme s'il s'attaquait lui-même. Cagal se prépare pour le coup suivant. Il le met au défi de l'attaquer à nouveau s'il est si confiant. Il propose que si Johan peut briser son épée au lieu de la sienne, il lui donnera de l'or. Le jeune homme charge en lui criant de tenir sa promesse. Il frappe de toutes ses forces. Les deux lames s'entrechoquent avec un grand impact, mais l'épée de Johan vole en éclats. La force du recul le projette en arrière. Johan réalise que la situation est exactement la même que lors du combat contre son père. Son maître lui demande s'il comprend maintenant, déclarant qu'il a perdu à cause de sa propre force. Il l'avertit d'apprendre à contrôler sa puissance ou il mourra. Johan retire un fragment de ses vêtements et demande s'il l'a projeté là exprès. Johan affirme qu'il a compris maintenant. Il apprendra à contrôler sa force pour survivre, car il est le futur capitaine des Hitzgard. Son maître explique que s'il sait comment contenir sa puissance, quelque chose comme ça est possible. Puis Cagal attaque en utilisant le fourreau de l'épée pour faire une démonstration. Le fourreau tranche son armure avec facilité. Johan est perplexe, réalisant que son armure a été coupée par un simple fourreau. Le maître demande s'il a vu, expliquant qu'avec le contrôle, il est possible de tout couper, même sans épée. Il dit qu'il n'ose imaginer à quel point Johan deviendra puissant une fois qu'il aura appris à maîtriser sa force. Johan écoute attentivement. Cagal déclare que l'entraînement va commencer, prévenant que ce sera difficile et qu'il pourrait même en mourir. Il demande si le jeune homme est prêt. Avec un sourire, Johan crie oui. La scène change pour un village avec un château au loin. Johan marche dans les rues du village. Après un moment, il apparaît avec le visage tuméfié. Il se dit qu'il apprend enfin à se retenir, mais se demande quand il apprendra le véritable art de l'épée. Johan se retourne à un bruit, se demandant ce que c'est. Il aperçoit un groupe de soldats et se demande si ce sont des elfes. En s'approchant, il leur demande qui ils sont, mais l'un d'eux lui ordonne de quitter immédiatement la zone réglementée. Johan pointe l'elfe du doigt, demandant qui il est pour donner des ordres. Le soldat demande pour qui Johan se prend. Il se présente comme un membre des loups des Hakatans, les mercenaires d'élite de l'Empire. Le jeune homme s'enthousiasme en entendant qu'ils sont des mercenaires et s'informe sur la paix. Deux répondent. Ils reçoivent 2 pièces d'or pour une seule mission, une valeur incomparable au salaire d'un capitaine de la garde. Un elfe commente que c'est la compétence qui compte, et Johan est d'accord. Johan pense qu'il n'a jamais vu de pièces d'or et envisage de changer de carrière. Alors qu'ils discutent, une silhouette imposante s'approche par derrière. Un guerrier en armure complète s'arrête devant lui. Johan sent une présence écrasante et porte instinctivement la main à son épée. Il se prépare à dégainer son arme, puis il s'arrête en sueur,
se demandant pourquoi il a tenté de dégainer son épée. Un elfe pointe son épée vers Johan, l'accusant de manque de respect pour avoir tenté de dégainer son arme devant Sir Karamov. D'un geste, le guerrier l'interrompt en disant que ce n'est rien. Monté sur son cheval, il demande qui est Johan. Johan reste silencieux un instant. Entouré par les épées des autres soldats, il se présente comme Johan de la maison Hetz. Le guerrier porte la main à son casque. Il le retire, se révélant être Karamov, un chevalier de la garde impériale du Saint-Empire. Johan réalise qu'il a instinctivement posé la main sur son épée. Il ne s'est jamais senti comme ça auparavant, même pas face au loup noir ou quand son père a essayé de le tuer. Son intention de tuer est suffocante. C'est comme être une proie placée devant un prédateur implacable. Karamov lui ordonne simplement de s'écarter du chemin. Il reste paralysé sous la pression. Finalement, il parvient à s'écarter. Les elfes commentent à quel point Johan a l'air effrayé. Alors qu'ils partent, l'un d'eux l'avertit de faire attention la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Une apprentie chevalier, Jane, demande à Sir Karamov s'il est correct de le laisser simplement là. Karamov répond qu'il ne veut pas causer de problème un jour comme celui-ci. Il ajoute, pas encore, alors que Johan regarde le groupe franchir la porte. Seul, il se demande pourquoi un chevalier de l'empereur serait là. Un homme court, apprenant que Sir Karamov est arrivé. Philippe Hetz se précipite dans les couloirs. Pourquoi une figure aussi importante viendrait-elle ici? À bout de souffle, il se présente comme le prochain seigneur Hetz et demande la raison de sa visite. Madame Hetz l'interrompt. Elle fait l'éloge de Karamov et présente son fils, John, comme le véritable futur seigneur. Elle continue, disant que si elle avait su son existence, elle se serait mariée plus tard. Elle l'invite à entrer dans le château. Karamov l'ignore et continue de marcher. La dame l'appelle, sans réponse. Il pose son casque de côté. Assis sur un trône, Karamov demande où est Gessen. La famille Hitz observe d'en bas. Philippe le réprimande. Il est inconvenant de s'adresser au seigneur Gessen de cette manière, mais Madame Hitz proteste. En tant que plus grand chevalier de l'Empire, il peut faire ce qui lui plaît. Elle s'occupera de la réception. Philippe serre les poings. Elle essaie d'utiliser cette occasion pour promouvoir son fils comme prochain seigneur. Karamov saisit la poignée de son épée et crie au silence. Il ordonne à tout le monde de sortir et demande de l'alcool. Tenant son arme, il déclare qu'il attendra à l'intérieur du château l'arrivée de Gessen. Pendant la nuit, Johan s'entraîne avec son maître, bloquant les coups. Il se laisse distraire, se souvenant de l'arrivée de Karamov. Kagal le gronde et lui lance des poignards, lui disant de se concentrer. Le jeune homme esquive les attaques avec son épée, mais une lame lui effleure le cou. Son maître l'avertit. Il serait mort si les poignards étaient empoisonnés. Pourquoi ne se concentre-t-il pas? Johan explique. Les chevaliers de l'empereur sont arrivés au village. Quelque chose ne va pas. Il continue. C'est le territoire de la famille Hetz. Il ne devrait pas être autorisé à fermer les portes et à contrôler l'entrée comme ça. Kagal demande ce qu'il peut y faire, que ce soit suspect ou non. Il décrit Karamov, la chevalière directe de l'empereur, la plus forte guerrière du continent, portant une armure légendaire. Johan demande si Karamov est plus forte que lui. Le maître reste silencieux un instant, puis il parle. S'il devait affronter Karamov, il fuirait sans hésitation. Kagal s'interrompt et lui dit de se taire. Kagal crie qu'il est un idiot. Il devrait connaître sa place. Il ne peut même pas contrôler sa propre force. Johan ferme simplement les yeux un instant. Puis il se lève, épée à la main, et déclare qu'il le fera. Son maître soupire et l'appelle au combat. Les deux se chargent l'un l'autre à grande vitesse. Johan est touché par le fourreau mais crie de continuer. Il est frappé à nouveau et insiste pour qu'il réessaie. Même frappé à plusieurs reprises, il n'abandonne pas. Kagal lui crie aussi d'avancer à nouveau. Le jeune homme se demande pourquoi ça ne marche pas. Il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à couper un simple fourreau. Puis il se souvient de l'enseignement sur le flux de la force. Il ne doit pas seulement brandir l'épée, mais concentrer la puissance à sa pointe. En balançant l'arme, Johan commença lentement à comprendre ce que signifiait contrôler sa force. Kagal remarque que le son sourd de son épée devient plus aigu. Johan croise son épée avec le fourreau de son maître dans un coup puissant. Il réalise quelque chose. S'il combine tout ce qu'il a appris jusqu'à présent avec la bonne dose de force, il peut y arriver. Kagal sent que la prochaine attaque sera dangereuse. Puis il attaque avec un mouvement rapide et précis. Sa lame fend l'air, et il parvient à couper la pointe du fourreau de Kagal. Johan célèbre l'exploit avec enthousiasme. Il crie qu'il a réussi et qu'il comprend maintenant la sensation, disant que ce n'était pas si difficile. Kagal se contente de regarder, pensant que ça a dû être de la chance. Le maître l'appelle alors par son nom, et il répond promptement. Kagal tire son épée. Il prévient que cette fois, il ne se retiendra pas. Johan avance à nouveau de toutes ses forces. L'impact du coup projette Kagal en arrière. Johan saute de joie, célébrant une autre victoire. Kagal se demande quel genre de garçon il est. Il est stupéfait. Johan peut utiliser la technique secrète de l'épée, la langue du serpent, bien qu'on lui ait seulement appris à contrôler sa force. Johan a parfaitement assimilé la technique après l'avoir vue brièvement le premier jour de leur rencontre, et maintenant il l'utilise plus parfaitement que le maître lui-même.
Cagal reste silencieux un moment. L'expérience du vieil assassin lui dit quelque chose. À moins d'un miracle, Johan est déjà devenu quelqu'un qu'il ne peut pas vaincre. Cagal, maître de la plus puissante guilde d'assassins de l'Empire, Poison de Nazo, murmure doucement. Il traite Johan de garçon absurde pendant que le jeune homme célèbre l'apprentissage de la technique. Cette nuit-là, Cagal annonce que ses enseignements sont terminés. Il partira à l'aube. Johan remet en question la décision, mais son maître déclare qu'il a déjà tout ce qu'il faut. Il l'admet. En moins d'une semaine, Johan est devenu plus fort que lui. Cagal se dit satisfait que son art de l'épée ne disparaîtra pas et lui conseille de vivre comme il le souhaite. Il dit que Johan a travaillé dur jusqu'à présent. Assis autour d'un feu de camp, Johan demande la raison de son départ. Il répond que c'est simplement sa façon d'être. Alors Johan le questionne sur le loup noir. Cagal confirme que c'est un signe sinistre. Johan dit qu'il a trouvé le loup noir récemment. Il a rêvé qu'on lui coupait la tête, alors il a pensé que son maître était le présage. Cagal répond que s'il l'avait tué, cela aurait été le signe. Le malheur n'a pas de forme fixe. Il dit ensuite qu'il va lui donner un conseil avant de partir. Le premier conseil est de trouver une arme adaptée à sa force. Il faudrait qu'elle soit en danastyle pour résister à sa puissance. Le danastyle est un métal légendaire imprégné dont la méthode de création a été perdue. Il ne peut être extrait que d'anciennes ruines, ce qui rend les armes qui en sont faites extrêmement rares. Johan demande pourquoi le recommander s'il n'a pas les moyens. Cagal répond que c'était juste pour qu'il sache quoi chercher. Cagal le met en garde. S'il voit un jour quelqu'un utiliser une arme en danastyle, même de loin, il doit fuir sans se retourner. Il le prévient que s'il ne connaît pas ses limites, il ne vivra pas longtemps. Johan accepte de saines souvenirs. Le maître se lève pour partir. Johan demande s'il s'en va déjà. Cagal lui conseille de ne pas combattre d'adversaires qu'il ne peut pas vaincre et d'utiliser tous les moyens nécessaires pour tuer si besoin. Il déclare que si Johan suit cette règle, il ne mourra probablement pas et comme dernier conseil, lui demande de ne pas mourir. Johan regarde son maître s'éloigner dans la forêt sombre, se souvenant de ses paroles sur la fuite ou le meurtre, et enfin, qu'il doit toujours survivre. Johan promet qu'il se souviendra de ses paroles. Pendant ce temps, au château Hetz, Madame Hetz demande à Karamov si l'alcool lui plaît. Elle répond que la boisson a un goût d'urine pourrie et lui ordonne de l'emporter. Elle brise alors la bouteille avec son éventail. Elle commente que c'était une boisson chère qu'elle n'aimait pas. Madame Hetz déclare que la seule meilleure boisson se trouve dans la chambre du seigneur Jezan. Elle suggère qu'elle déménage dans une chambre plus confortable, car elle doit être fatiguée du voyage. Elle continue en disant que la chambre du seigneur Gazan est très confortable. Elle ne sera pas déçue. Puis elle suggère qu'elles pourraient s'amuser toutes les deux. Karamov lui ordonne simplement de disparaître. Madame Hetz insiste, le seigneur Gazan arrivera tard et elles n'ont pas beaucoup de temps. L'expression de Karamov change. Elle déclare qu'elle en avait marre. Elle va s'amuser. Un cri résonne dans la pièce. Karamov tient la madame par le cou, parlant du divertissement connu sous le nom de massacre. Philippe regarde par une fente de la porte et est terrifié par la scène. En revenant, Johan s'arrête au sommet d'une colline. Il regarde devant lui et se demande ce que c'est. Le village et le château sont en flammes. Il se demande pourquoi tout brûle. Jason Hetz chevauche avec ses hommes et se demande pourquoi de la fumée s'élève de sa propriété. Un de ses hommes l'avertit que le feu semble important. Il devrait rentrer immédiatement. Puis le cheval s'élance à toute vitesse. Il arrive aux portes de sa propriété. Les gardes se moquent de sa lenteur et le pressent d'entrer. Ils le préviennent que Dame Karamov n'est pas une personne très patiente. Jason fait face à la scène qui se déroule devant lui. La cour est jonchée des corps de ses hommes et de ses serviteurs. Leurs visages sans vie sont éparpillés sur le sol. Il lève alors les yeux vers la silhouette devant lui. Une personne en armure s'avance. Dame Karamov le salue en disant qu'il est en retard. Jason se demande ce qu'elle fait alors que sa main se pose sur le manche de sa hache. Il sort son arme et exige de savoir ce que Karamov croit faire. Karamov l'accuse de haute trahison et de tentative d'assassinat de l'empereur. Elle annonce que la maison Hit sera éradiquée par décret. Jason Hit crie que c'est une purge. Il l'accuse faussement juste pour l'exécuter. Il s'avance alors contre Karamov, déclarant qu'il ne la laissera pas faire ce qu'elle veut. Dame Karamov ordonne simplement de sonner la trompette et donne l'ordre de récupérer le sceau de la famille Hitz et de purger tout le monde sur le territoire. Un soldat porte la trompette à sa bouche alors que l'ordre final est donné de rayer cette terre de la carte. L'armée impériale avance en criant. Au milieu du village en flammes, un soldat s'approche d'un villageois blessé. L'homme agenouillé au sol le traite de sale bâtard. Le soldat demande alors si c'est si difficile de dire où se cache le fils de la truie. Il décide de l'envoyer à son dieu. Mais au moment où il attaque, Johan Hetz apparaît pour bloquer le coup. Le jeune homme tranche le soldat avec son épée. Le villageois regarde le sang gicler. Il lève les yeux et reconnaît son sauveur, le seigneur Johan. Johan l'aide à se relever et demande ce qui se passe. L'homme répond que les troupes impériales tuent tous les villageois qu'elle voit. Le père Valbert ajoute alors qu'il est possible que le seigneur Gessen ait aussi déjà été tué. Johan Hetz reçoit la nouvelle concernant son père. Le père Valbert ajoute qu'il brûle tout le village pour tout exterminer. Le jeune homme réalise qu'il doit retourner au château. Puis il entend une voix familière à proximité.
Il se retourne et marche vers le son pendant que Valbert l'appelle. Johan trouve la petite Dell par terre et lui demande si c'est bien elle. Il dit à l'enfant qu'elle est en sécurité maintenant et l'appelle près de lui. Soudain, il perçoit un danger imminent. Dell pointe derrière lui, bégayant que son père a été touché. Johan se retourne pour regarder. Le père qui autrefois protégeait et souriait à sa fille est maintenant tombé au sol, sans vie. Johan voit les corps d'autres villageois autour de lui. La famille qu'il avait autrefois saluée joyeusement gît maintenant morte sur le sol. Les hommes avec qui il avait bu et ri ont également été tués. Il serre les dents. Dell s'accroche à sa cape. Johan dit à Dell qu'il est dangereux d'être seul et de rester avec le père Valbert. La fille accepte. Puis il se retourne et marche vers les flammes tandis que Valbert lui demande où il va. Valbert, tenant Dell, crie qu'il ne doit pas y aller et qu'il doit fuir. Johan s'arrête de marcher en entendant son nom. Il lève les yeux vers un étendard impérial avec une tête empalée au sommet. C'est la tête de son père, Jeuzanhitz. Un panneau en bois annonce que le duc Jeuzanhitz a été exécuté pour trahison envers l'empereur. Il avertit que quiconque prendra son corps sera puni pour le même crime. Signé par Karamov, un soldat à proximité le reconnaît. Il demande s'il n'est pas le fils du bâtard. L'homme se moque, pensant qu'il s'était enfui. Il demande s'il est revenu pour mourir. Johan tire son épée d'un mouvement rapide. Il coupe le mât de l'étendard qui tombe au sol et est piétiné. Le soldat crie aux autres de ne pas rester là et de le tuer maintenant. Johan les regarde fixement, puis il s'avance et abat les soldats. Le dernier soldat tombe au sol. Johan se tient seul au milieu de la destruction de son village. Il se demande pourquoi il fait ça et pourquoi il retourne au château. Il se souvient de l'avertissement du père Valbert de fuir, admettant qu'il devrait être en train de courir. Retourner au château pour affronter Karamov signifierait simplement mourir pour rien. Soudain, il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il trouve Philippe blessé parmi les corps d'autres chevaliers. Philippe le reconnaît et dit qu'il est vivant. Philippe demande pourquoi il est revenu. Il l'avertit de partir car il mourra s'il reste. Philippe retire alors son aume, disant qu'il voulait le lui donner quand Johan deviendrait seigneur. Johan tient le aume dans ses mains. Il serre les dents. Un souvenir de son maître lui enseignant à comprendre la différence de niveau de compétence lui vient à l'esprit. Il lui a aussi conseillé de fuir si ça devenait dangereux. Même avec l'avertissement que l'adversaire était une chevalière de l'empereur, Johan se décide. Il se souvient des paroles de son maître, « Si tu dois te battre, tu dois tuer ». Johan met le aume, déclarant que le moment est venu. Puis il se lève. Le jeune homme franchit les portes du château. Il fait face à un groupe de soldats impériaux. Les soldats se demandent comment il est entré et où sont les gardes. Johan serre le poing et appelle Karamov. Il s'avance contre les hommes, criant à la salope de sortir. Le jeune homme marche d'un pas ferme sur le sol en pierre. Il se tient immobile dans son armure complète. Du sang goutte de son épée. Dame Karamov apparaît enfin, commentant que le fils fugitif d'Etz a survécu. Il le reconnaît comme étant Johannes, l'homme qui se trouvait devant le château plus tôt. Johan déclare qu'il n'est pas d'humeur à échanger les noms. Johan dit simplement à Karamov de le considérer comme un homme très en colère. Karamov dit à Johan qu'il aurait dû continuer à fuir pour vivre, devinant qu'il ne se soucie pas de sa propre vie. Karimov accepte alors la confrontation imminente. Son épée à la main, il met Johan au défi d'attaquer s'il veut mourir. Johan répond que ce n'était pas la peine de le dire. C'était exactement ce qu'il comptait faire de toute façon. Johan s'avance. Son épée s'entrechoque avec celle de Karamov au milieu des flammes. Leurs lames appuient l'une contre l'autre. Johan tente une frappe latérale, mais Karamov bloque l'attaque avec sa force. Les épées glissent l'une contre l'autre. Karamov le désarme alors d'un coup puissant. L'épée de Johan s'envole et il saute en arrière pour esquiver. Il atterrit et se prépare à nouveau. Karamov dit que c'est amusant. Les épées de Johan se brisent à plusieurs reprises en de multiples morceaux. Les lames flottent dans l'air autour de lui. Johan observe les fragments d'armes. Karamov s'avance et attaque avec son épée. Le coup descend en un large arc. Un pilier de pierre est coupé en deux. Karamov trouve la situation intéressante. Il commente que Johan est bien plus fort que Brie ne l'a jamais été. Puis Karamov aperçoit un de ses soldats. Il arrache la tête de l'homme et la jette, déclarant que c'est vraiment amusant. Il exige que le bâtard d'Etz le divertisse davantage. Johan se ressaisit et bloque l'attaque suivante. Sa parade fissure l'armure de Karamov. Il saisit l'opportunité de contre-attaquer. Sa lame tranche le bras de Karamov. Karamov recule de quelques pas. Les deux se font face à distance. Karamov regarde son bras, se demandant comment Johan a réussi à couper son armure en acier d'Ani. Karamov observe les dégâts sur son gantelet. Johan resserre sa prise sur la garde de son épée. Karamov considère qu'il est impossible pour un humain d'endommager l'acier d'Aniste et s'interroge sur son identité. Puis le jeune homme lève à nouveau son épée pour attaquer. Les lames s'entrechoquent violemment. Karamov est surpris par sa force, mais Johan continue son attaque avec un coup descendant. Karamov bloque l'attaque avec son épée. Il insiste avec un autre coup puissant. Karamov le juge comme une brute pleine de force qui ne fait que brandir l'épée sans technique. Il se prépare à contre-attaquer. Il dévie le coup de Johan sur le côté. Puis Karamov s'avance avec une estocade. Johan esquive vivement, confirmant qu'il ne peut pas se défendre contre cette simple attaque.
Karamov réalise que Johann se bat uniquement à l'instinct, sans technique, et se demande si Gézan ne lui a jamais appris à se battre. Il le considère comme un adversaire dangereux et décide qu'il doit mettre fin au combat rapidement. Karamov se prépare pour le prochain coup large de Johann. Karamov part le coup de Johann, mais la lame s'enfonce profondément contre la sienne. À deux mains, Johann pousse l'épée en avant, mais Karamov parvient à dévier le coup. Le jeune homme le met au défi d'attaquer, déclarant que la tête de Karamov roulera. Karamov perçoit alors quelque chose d'inattendu dans le mouvement de Johann. Johann parvient à retenir la lame de Karamov à main nue. Une forme de serpent émerge de son bras. Il frappe ensuite le visage de Karamov d'un coup de poing direct. Le coup le projette en arrière avec force. L'impact du coup de poing détruit une partie de son armure. Karimov crache du sang. Son épée tombe et heurte le sol en pierre. Il recule en se tenant la bouche. Puis il reconnaît la technique comme l'escrime d'assassinat de Kagal. Il réalise que Johann Etz cachait sa véritable capacité. Ses yeux s'écarquillent. Il se maudit d'avoir baissé sa garde. Son corps se penche en avant tandis que plus de sang sort de sa bouche. Une flaque se forme sur le sol. Il se redresse et fait face à Johann. Le jeune homme l'observe attentivement. Johann retire son casque puis demande pourquoi il a fait tout ça. Karamov répond que tout était pour Sa Majesté impériale. Il explique que l'Empire est instable, alors Sa Majesté a tiré l'épée impériale pour y remédier. L'épée connue sous le nom de Mavkara est mentionnée par lui. Karimov s'appuie sur son épée en toussant pendant que Johann se tient devant lui. Puis Karimov se met à rire et déclare être ému par Johann Etz. Il dit que pendant des décennies, il a combattu d'innombrables chevaliers mais n'a jamais trouvé quelqu'un d'aussi fort. Karimov l'invite à l'accompagner dans l'Empire. Il déclare que Sa Majesté a besoin de talents forts comme lui maintenant. Il promet l'or infini de l'Empire, la gloire et de vastes terres fertiles. L'empereur lui-même le nommera chevalier impérial. Il l'encourage à devenir l'épée de l'empereur. Johann reste silencieux devant l'offre d'or infini. Il détourne le visage. Il lève les yeux et dit que c'était la vie dont il rêvait un jour, mais que maintenant il ne ressent plus rien. Puis il refuse tout simplement. Karamov lui demande ce qu'il a dit. Johann lui reproche d'avoir tué sa famille ainsi que des serviteurs innocents qui n'avaient rien fait de mal. Karamov répète le mot serviteur, puis demande s'il rejette son offre à cause de serviteurs. Il grince des dents. Puis Karamov crie en demandant qui se soucie de leur mort et les traite d'insectes. Karamov déclare que les forts boivent le sang des faibles, et que c'est la loi du monde. Johann reste silencieux face à ces paroles. Il serre le poing et s'excuse auprès de son maître, disant qu'il ne peut pas contrôler sa force. Le jeune homme s'avance alors et le frappe au visage avec un coup de poing. L'impact du coup frappe la tête de Karamov. Johann garde le poing serré. Il attaque à nouveau, criant que c'est pour l'empereur. Le deuxième coup de poing frappe le côté de la tête de Karamov. Il continue l'attaque, en hurlant à propos des vies sans valeur. L'œil de Karamov reflète le coup qui approche. Johann hurle, demandant ce qui lui fait croire qu'il est si grandiose. Il exige alors de savoir qui lui a donné le droit de juger qui vit et qui meurt. Johann assène un dernier coup de poing au visage de Karamov. Son œil s'écarquille sous l'impact du coup. Du sang jaillit de son visage. Sa main tressaille sur le sol. Johann abaisse son poing ensanglanté. Il se tient au-dessus du corps gisant de Karamov, puis il se tourne pour s'éloigner. Karamov le traite d'idiot. Il dit qu'il aurait dû accepter son offre. Et maintenant, il est trop tard. Pour celui qui a brisé l'épée de l'empereur. Désormais, nous ne connaîtrons que la souffrance. Johann le fixe du regard tandis que le doigt de Karamov retombe, sans vie. Son corps se dissout alors. Johann réfléchit que pour survivre dans un monde qui accepte la mort, il ne pensait qu'à l'argent. Mais maintenant, il serre le poing. Tout le monde sur le territoire a été massacré, et sa famille et ses voisins ont été tués et brûlés. Même si le monde entier devient son ennemi, il marche parmi les corps car il n'a fait que ce qui devait être fait. Il ne regrettera jamais ce qu'il a fait, peu importe ce qu'on dira, car c'est désormais sa façon de vivre. Les portes de la forteresse s'ouvrent en grinçant sous le ciel nocturne. Un garde dégage le passage. Jane et sa suite d'elfes entrent dans la cour. Elle se tourne vers un soldat blessé et lui demande une dernière fois si son rapport est vrai. Le soldat jure qu'il n'y a aucun mensonge dans ses paroles, la suppliant de le croire. Il raconte comment l'homme a pénétré dans la zone et a malmené chaque soldat. Puis, à main nue, a pris la tête de Sir Karamov. Le soldat conclut que c'était la dernière fois qu'ils ont vu Sir Karamov. Jane regarde les corps au sol et demande pourquoi son cadavre n'est pas là. Elle exige de savoir comment elle peut croire une telle histoire sans preuve. L'homme répond qu'il ne comprend pas non plus cette partie, mais qu'il l'a vu se produire. Un autre elfe s'approche, informant Maître Jane que le groupe de poursuite est prêt. Elle confirme qu'elle sera bientôt là. Jane traverse la cour d'un pas déterminé. Elle se tient devant ses troupes, puis donne l'ordre de le traquer et de le tuer. Jane annonce que la cible est Johann Etz. Johann court à travers la forêt alors que le soleil se couche. Elle l'accuse d'être un traître à sa lignée et un suspect dans le meurtre de Sir Karimov. Le jeune homme continue de fuir à travers les bois, portant Philippe sur ses épaules. Jane crie à ses hommes de le traquer, de le tuer si nécessaire, mais de le ramener. Des soldats l'encerclent dans la forêt sombre. Un elfe tombe sous son épée. Johann se fraye un chemin à travers les troupes.
Le commandant avertit qu'il peut déchirer l'acier d'Annie. Ne l'affrontez jamais seul. Considérez ça comme une chasse au dragon. Elle ordonne de fermer toutes les routes territoriales pour le poursuivre sans relâche jusqu'à ce qu'il cède. Ses soldats réagissent à la nouvelle de la mort de Sir Karimov. Jane maintient son regard fixe. Elle déclare qu'ils doivent apporter la tête de ce bâtard à sa majesté. Un souvenir de Philippe blessé refait surface, lui disant d'écouter attentivement. Il lui ordonne d'aller à son écurie, de prendre un cheval de guerre et de fuir, insistant sur le fait qu'il doit survivre à tout prix. Portant toujours Philippe, Johan atteint l'écurie, épuisé, pensant que c'était la fin. Il regarde par-dessus son épaule, haletant. Cacher le corps de Karimov n'a pas provoqué le chaos attendu. Le groupe de poursuite cesse de déplacer plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il décide de continuer à porter Philippe, utilisant l'armure comme bouclier jusqu'à ce qu'il les sème complètement. Il lutte pour se relever et se prépare à repartir. Il ouvre la porte de l'écurie. À l'intérieur, il reconnaît le cheval de guerre de Jezan. Johan remercie son frère. Il caresse le cheval, disant qu'avec son aide, il pourra peut-être se reposer un peu. Il décide de nommer l'animal. Le cheval le fixe du regard. Il le nomme Philippe. Un soldat elfe crie qu'il a vu le reflet de l'acier d'Anist et ordonne de fouiller la zone. Il affirme que le bâtard est certainement proche. Un garde prétend avoir entendu des bruits de sabots. Johan jaillit de la forêt à cheval, surprenant les soldats. Il s'agrippe au corps dans ses bras pendant qu'il charge. Un soldat l'identifie comme Johan et s'écrie qu'il s'échappe à cheval. Il s'enfonce rapidement dans l'obscurité de la forêt. Le commandant elfe ordonne à ses hommes de l'abattre. Ne le laissez pas s'échapper. Des soldats lui tirent dessus à l'arbalète. Des flèches frappent l'armure du corps que Johan utilise comme bouclier. Il disparaît parmi les arbres éclairés par la lune. Johan a chevauché toute la nuit, semant rapidement le groupe de poursuite. Il a atteint les profondeurs de la forêt noire. Il s'arrête, disant que même si Philippe était un homme tordu, le laisser sans sépulture lui semble mal. Johan regarde en arrière. Il remarque l'armure de Philippe commentant qu'elle a l'air chère. Il prend l'épée du corps. Johan l'examine, réalisant que la lame est légère, solide et faite d'acier d'Annie. Il la dégaine et inspecte les inscriptions. Il reconnaît une ancienne écriture impériale qui dit « Je suis celui qui réclame les blasons ». Il répète le nom, le réclamateur de blasons. Il se demande si cela fait référence à la récupération des blasons familiaux, trouvant le nom de mauvais augure. Il décide de prendre l'épée et d'enterrer l'armure. C'est un gaspillage, mais il promet de revenir la chercher plus tard. La transporter ne l'aidera pas maintenant. Il commence à creuser une tombe. Il enfonce la pelle dans le sol. Après avoir enterré le corps et l'équipement, il se demande si c'est suffisant. L'image de Karamov, le chevalier de l'empereur, lui vient à l'esprit. Il sait qu'une fois la nouvelle répandue, l'empire entier le traquera avec les chevaliers de Karamov en quête de vengeance. Sa menace qu'il ne connaîtrait que la souffrance résonne dans ses pensées. Il songe que sa vie n'était que souffrance bien avant qu'il ne la tue. Avec la maison vide brûlée et sans le sou, il se demande quoi faire et décide de se reposer. Soudain, il entend un grognement dans l'obscurité et se retourne. Un loup noir géant apparaît devant Johannite. Il fait face à la créature. Le jeune homme, épuisé, se lamente de l'arrivée de l'animal alors qu'il est complètement vidé. Il sait qu'il n'a aucune chance dans cet état. Il peut à peine tenir son épée. Son seul espoir est d'atteindre le cheval et de s'enfuir. Mais une voix proche crie qu'ils ont trouvé son cheval. Des soldats capturent le cheval de guerre, affirmant qu'il doit être proche. Johan reconnaît les loups des Aketen et réalise qu'ils l'ont rattrapé. Un elfe pointe vers lui, disant qu'il a entendu quelque chose dans cette direction. Le groupe de poursuite vise avec des arbalètes dans les ténèbres. Il est acculé, un monstre devant, ses poursuivants derrière. N'ayant nulle part où fuir, il se demande si c'est la fin. Alors le loup bondit par-dessus lui. Il attaque les soldats elfes par derrière. Le loup noir massacre les elfes. Un soldat crie à l'aide alors que la créature le déchiquette. Johan regarde, se demandant pourquoi le monstre l'a manqué. Il réalise que l'animal lui ouvre un chemin. C'est sa chance. Sachant qu'il mourra s'il bouge, il se prépare à courir. Il serre les dents et charge. Le jeune homme court vers son cheval. Il monte en selle. Il claque les rênes et part à toute vitesse. Il s'éloigne au galop. Des images de son enfance traversent son esprit. Le prêtre lui apprenant à écrire. Le temps passé avec son frère. Johan continue de chevaucher. Il se souvient de sa jeunesse et de son entraînement. Il se souvient des villageois massacrés alors qu'il s'éloigne de sa terre natale. Le souvenir de son frère lui tendant le haume avant de mourir refait surface. Il laisse derrière lui les ruines de sa maison, le village des Hits. Le corps sans vie d'un soldat elfe gît sur le sol. Le loup noir monte la garde près des soldats qu'il a tués. La créature regarde Johan disparaître à l'horizon. Des soldats patrouillent sur un chemin de terre. Des colonnes de fumée s'élèvent au loin. Caché dans les buissons, Johan réalise que sa voie de fuite a disparu. Elle est complètement bloquée par un poste de contrôle. Il s'affale contre son cheval, complètement épuisé. Il n'a pas mangé ni dormi correctement depuis sa fuite. Pendant 3 jours consécutifs, le jeune homme a été chassé sans pitié par les soldats des Aketen. Johan a perdu le compte du nombre de fois où il a failli mourir en se défendant contre des attaques de groupe. Il a atteint sa limite.
Il a à peine la force de soulever sa propre épée. Au loin, d'autres gardes bloquent la seule sortie. Il n'a plus nulle part où aller. Accroupi, il continue d'observer les soldats se déplaçant le long du chemin. Soudain, une caravane de marchands avec une escorte armée apparaît sur la route. Une idée lui vient. Johan décide de se déguiser en marchand. Il utilisera le groupe pour passer le poste de contrôle sans éveiller les soupçons. À la caravane, un homme s'adresse à Sir Eldan de la compagnie commerciale Katana. Eldan demande ce qu'il y a. Le mercenaire à côté de lui pointe nerveusement la route. Un cavalier lourdement armé apparaît devant eux. Khan, le chef des mercenaires, suggère de se préparer au combat. Le mercenaire Ganson demande pourquoi il s'inquiète tant pour un seul chevalier. Goran lui dit de regarder attentivement. L'homme porte une armure de plate complète et monte un cheval de guerre. De plus, il porte un homme de plate et un plastron en métal. Khan attrape la tête de Ganson, lui ordonnant de regarder l'épée à la taille du chevalier. La poignée de l'arme révèle qu'elle a été forgée en acier danois. Elle pourrait trancher leur armure facilement. Le jeune mercenaire doute encore qu'ils puissent perdre puisqu'ils sont neufs. Un des hommes le bouscule, agacé de ne pas pouvoir réfléchir avec lui dans les parages. Un autre mercenaire le frappe sur la tête, lui disant de la fermer s'il ne sait rien. Eldan ordonne à Goran et Khan de préparer tout le monde à attaquer au moindre mouvement suspect. Il annonce qu'il va d'abord évaluer la situation. Ils devront tous attaquer à son signal. Les deux mercenaires confirment l'ordre. Ensuite, Eldan descend du chariot et s'approche du chevalier. Pendant qu'il marche, Khan ordonne à ses hommes de faire tomber la cible de son cheval dès le début du combat. Le marchand se présente comme Eldan de la compagnie Katana. Il demande le nom du chevalier pour éviter les malentendus. Johan, dissimulé sous son aume, est surpris de voir qu'il s'agit d'un homme-chat. Eldan observe ses mercenaires prêts au combat. Johan sent la méfiance. Il décide qu'il doit faire en sorte que l'homme-chat baisse sa garde. Il se présente donc comme Johan et explique que son apparence est due à une attaque de bandits. Il demande à Eldan de dire à ses hommes de ne pas l'attaquer. Le marchand s'excuse. Mais excuse. Il le justifie en disant qu'en tant que vendeur, il doit toujours être préparé au pire. Johan dit qu'il comprend la situation. Il demande alors s'il peut voyager avec le groupe, car il a perdu tout son argent dans l'attaque. En échange d'un peu de nourriture et d'un endroit pour dormir, il propose d'aider à protéger la caravane. Elden évalue la proposition et finit par accepter l'accord. Il l'informe qu'ils sont en route pour Marseille et suggère à Johan de faire connaissance avec les mercenaires. Le jeune homme le remercie, bien qu'il ne sache pas où se trouve la destination. En s'éloignant, Elden explique à ses hommes que Johan n'est qu'un vagabond, mais qu'ils doivent le surveiller. Et si quelque chose arrive, il leur ordonne de ne pas hésiter à le tuer. Les mercenaires confirment l'ordre. Maintenant, Johan n'a plus qu'à se soucier de passer le poste de contrôle. La caravane reprend alors sa route. Un des soldats au poste de contrôle alerte les autres que des gens approchent. Les loups d'Eaketen ordonnent alors à la caravane de s'arrêter pour une brève inspection. Johan atteint enfin son obstacle, espérant passer inaperçu. Elden s'avance et se présente, demandant à parler directement avec le responsable. Le garde reconnaît la compagnie commerciale Ketna, dont le siège principal est à Marseille. Il salue le marchand et explique qu'ils ne font que suivre les ordres pour rechercher un marchand fugitif. Johan comprend que le poste de contrôle a été mis en place spécifiquement pour le capturer. Un des soldats s'approche de lui et exige qu'il retire son aume pour montrer son visage. Il invente une excuse en disant qu'il a une maladie de peau. Les gardes se moquent de lui et insistent pour qu'il montre quand même son visage. Le chef du groupe demande si le chevalier cache quelque chose. Les deux se dévisagent alors dans un moment de tension. Johan se prépare au pire et place sa main sur la poignée de son épée. Cependant, la discussion est interrompue par une voix. Elden crie sur les soldats, demandant s'il ose suspecter sa compagnie et exigeant de voir le commandant. Il menace ensuite le garde, disant que s'il y a d'autres interférences, il déposera une plainte directe auprès du capitaine. Il précise que la plainte sera déposée personnellement à la succursale de Marseille. Le garde cède alors et ordonne à ses hommes de leur dégager le passage. Les autres soldats montrent leur frustration face à la décision de leur supérieur. Le chef du groupe s'approche de Johan et lui dit qu'il a eu de la chance. La caravane passe enfin le poste de contrôle et continue sa route. Le jeune chevalier jette un dernier regard en arrière. Les soldats regardent simplement le groupe s'éloigner sur la route. Au crépuscule, les mercenaires sont rassemblés autour du feu de camp pour organiser les tours de garde. Dans sa tente, Eldens vérifie un parchemin. Il s'approche ensuite de Johan et le congédie pour qu'il aille dormir. Comme il n'a pas de tâche, le jeune homme remercie un des mercenaires. On lui jette un sac de couchage par terre. Johan s'assoit, enfin prêt à se reposer. Il tombe ensuite dans un profond sommeil près du feu de camp. Un homme regarde la pleine lune à travers les arbres. Un autre émerge de l'obscurité de la végétation. Il ordonne alors à tout le monde de se préparer. Le plan est de les encercler par la colline et d'attaquer tout le monde en même temps. Dans un rêve, le sergent Kim Yohan se souvient de ses jours à l'armée. Lors d'un exercice tactique, il a exécuté avec succès une stratégie de défense en profondeur contre une force ennemie supérieure. Ces prouesses tactiques remarquables sont devenues un brillant exemple pour ses compagnons d'armes. Le commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Kim Yebok,
lui a décerné une médaille et une permission de 5 jours. Le jeune sergent salue son supérieur. Il se réjouit intérieurement, pensant que la vie militaire lui convient vraiment, mais la culture dépassée et les gardes épuisantes l'ont vite fait changer Davis. Le pire de tout était la paix misérable. C'est ce qu'il a décidé à s'enfuir. Dans son cauchemar, il est ramené de force à la base. Johan se réveille en sursaut. Il se redresse, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Il prend une profonde inspiration, se remettant encore de sa frayeur. Le rêve de l'armée a gâché son sommeil, et maintenant tout son corps lui fait mal. Il jette un coup d'œil sur le côté. La lune illumine encore le camp. Soudain, une pluie de flèches commence à tomber. Johan se prépare à l'impact. Avec un mouvement rapide comme l'éclair, il attrape une flèche à quelques centimètres de son visage. Il réalise que les soldats l'ont retrouvé. Agacé d'avoir été découvert, il se lève, décidant qu'il doit d'abord avertir les mercenaires. Il crie, alertant tout le monde de l'embuscade ennemie. Eldan et les autres sont réveillés en sursaut par l'avertissement soudain. La scène revient 5 minutes avant l'attaque. Khan se plaignait à Ganson, demandant pourquoi ils étaient les seuls à se tuer à la tâche pendant que le nouveau chevalier ne faisait rien. Il dit aux jeunes mercenaires de la fermer. Le chef explique qu'ils ne peuvent pas confier la garde à un étranger qui pourrait les tuer dans leur sommeil et voler leurs provisions. Il l'avertit que s'il continue d'être aussi imprudent, il ne durera pas longtemps dans ce métier. Khan se retourne pour continuer sa patrouille. Ganson révèle qu'il est devenu mercenaire pour vivre comme un vrai homme. Mais il râle que s'il avait su que les mercenaires de Goran étaient une bande de lâches, il ne les aurait jamais rejoints. Khan se retourne vers Ganson et lui demande ce qu'il vient de dire. Les deux mercenaires se dévisagent dans la forêt sombre. Soudain, le cri d'embuscade les interrompt. Les flèches se mettent à pleuvoir rapidement. Khan pousse Ganson au sol, le protégeant de son propre corps. Quand le barrage de flèches s'arrête enfin, il lève la tête. Il ordonne à Ganson d'aller chercher les autres immédiatement, mais le jeune mercenaire détale dans la direction opposée. Khan le regarde fuir jusqu'à ce que quelqu'un l'appelle. Goran accourt, soulagé de le trouver vivant, et le prévient de l'attaque. Le mercenaire demande des nouvelles de Ganson, mais se concentre rapidement sur la sécurité des Eldins. Il rapporte que le marchand se cache sous le chariot, et qu'ils doivent se préparer au combat. Johan s'approche et leur ordonne de former un périmètre défensif autour du chariot. Il explique qu'ils doivent se battre ensemble car ils ne savent pas d'où viendra l'attaque. Goran le questionne en lui demandant s'il se prend pour leur employeur. Khan dit à Johan qu'ils s'occuperont d'eux-mêmes. Le jeune homme ferait mieux de s'inquiéter de sa propre survie. Le chevalier est surpris par la réponse. Goran rallie alors les mercenaires, ordonnant à tout le monde de prendre leurs boucliers et de se préparer au combat. Johan s'approche de Khan, affirmant qu'il a déjà participé à des combats similaires et demandant un bouclier pour aider. Soudain, Eldan refuse la demande, disant qu'il n'y a pas assez de boucliers et qu'il devra se débrouiller seul. Il se détourne, réalisant que les mercenaires ne lui font pas confiance. Ses yeux s'écarquillent à l'approche de l'ennemi. Une bande massive de bandits émerge de l'obscurité de la forêt. Johan remarque que ce ne sont pas les Loudés Aquitans, juste de simples voleurs. Khan crie à toutes les unités d'avancer. Les mercenaires chargent dans la forêt pour affronter l'ennemi. Laissé derrière, Johan se demande qui va protéger le chariot. Les mercenaires et les bandits s'affrontent avec intensité. Le chef des voleurs exhorte ses hommes à utiliser leur supériorité numérique. Goran se défend, criant à ses camarades de tenir leur position. La retraite, c'est la mort. Un bandit assène un coup de poing violent au visage de Goran. Khan hurle le nom de son capitaine. Le bandit lève sa dague sur Goran, prêt à l'achever. Johan serre le poing, décidant d'intervenir. D'un mouvement rapide, il dégaine son épée. Un voleur se retourne, surpris par cette action soudaine. Un autre bandit à proximité est également confus par ce qui se passe. Depuis le sol, Goran regarde la scène se dérouler. En un éclair, Johan tranche l'un des ennemis en deux. Le sang du bandit coule le long de la lame de son épée. Johan remarque que les runes sur l'arme absorbent le sang. L'un des bandits crie que l'ennemi a une épée démoniaque et ne peut être vaincu. Johan se présente comme Johan de la maison Yetz et exige de savoir qui ils sont pour l'attaquer. Khan et Goran sont stupéfaits de découvrir qu'il est un noble. Il n'a que légèrement modifié son vrai nom dit en Yetz. Les bandits chuchotent entre eux, réalisant qu'ils ont de gros ennuis pour avoir attaqué un noble d'une maison importante. Johan exige qu'il réponde à sa question. Il pointe son épée vers le chef, demandant s'ils vont se rendre maintenant ou s'ils préfèrent trouver la mort par sa lame. Le noble les avertit de bien réfléchir à leur décision. Le chef des bandits respire lourdement, n'offrant aucune réponse. Puis, l'un des voleurs jette son épée au sol. Bientôt, les autres suivent avec leurs armes. Les mains en l'air, le chef annonce finalement leur reddition. Johan rengaine son épée. Il se tourne vers Goron, lui ordonnant d'attacher les prisonniers et l'autorisant à tuer quiconque résiste. Goron s'approche de Messire Eldan, demandant ce qu'ils doivent faire maintenant. Il craint que le noble ne lui en veuille pour son mauvais traitement antérieur, car il pensait qu'il n'était qu'un vagabond bien équipé. Mais Eldan le rassure, disant qu'il va gérer la situation. Le fait qu'il l'ait laissé se joindre à eux au départ compte comme un geste de bonne volonté. Le marchand s'approche de Johan, commentant sa nuit difficile.
Il le remercie d'avoir protégé la caravane, disant qu'il ne sait pas comment il pourra un jour lui rendre l'appareil. Johann pose une main sur son épaule, déclarant que le plus important est la sécurité de tous. L'homme-chat est surpris qu'il ne demande pas de compensation. Sur ce, le jeune noble s'éloigne, mais il se retourne et demande que la prochaine fois, on lui prête un bouclier. Eldan accepte immédiatement, promettant qu'il sera le premier à en avoir un. Johann mentionne ensuite son plan d'interroger les prisonniers et demande l'aide du mercenaire. Goran suggère que maintenant son statut est connu. Parler aux prisonniers de manière plus formelle mettrait tout le monde à l'aise. Un mercenaire pousse l'un des voleurs capturés vers l'avant. Il est rapidement forcé de s'agenouiller devant Johann. Le noble s'approche, lui demandant qui il est et pourquoi il les a attaqués. Le chef révèle qu'ils sont des soldats privés de la maison anéantie des Brie. Il y a des mois, la maison Brie a été soudainement attaquée pour trahison envers l'empereur. Les responsables du massacre de leur territoire étaient les loups d'un chaton. Ils ont résisté désespérément, mais ont été vaincus et forcés de battre en retraite lorsque le bourreau noble a rejoint la mêlée. Un mercenaire à côté de Johann confirme que c'était probablement elle, Karamov, le chien de chasse de l'empereur. Le chef des bandits s'incline, s'excusant d'avoir commis un crime capital. Il explique que l'armée impériale les a chassés comme des rebelles, et que les gens du Nord leur ont tourné le dos, les qualifiant de déserteurs. Bien qu'ils ne puissent justifier le banditisme, ils devaient faire quelque chose pour survivre. Johann demande s'il y avait un autre motif à l'attaque. L'homme le nie, déclarant que leur seule raison d'attaquer était la richesse évidente de la caravane. Eldan devient furieux, criant que les livraisons des compagnies commerciales sont basées sur la confiance. Johann demande à un mercenaire de le retenir, ordonnant à Messire Eldan de se calmer. Il réfléchit à la trahison envers l'empereur, se souvenant que Karamov avait dit que tout était pour lui. Finalement, il comprend la situation. Johann conclut qu'il n'y a jamais eu de trahison. Ce n'était qu'un prétexte pour que l'empereur purge les nobles en utilisant Karamov. Johann maudit l'empereur, lui souhaitant la mort la plus horrible imaginable. Il réalise que les bandits sont dans une situation similaire à la sienne, et également victimes de ceux qui sont au pouvoir. Pourtant, ils sont devenus des bandits, et le jeune noble ne sait pas comment s'occuper d'eux. Khan s'approche pour demander des ordres, proposant de leur soutirer plus d'informations par la force. Johann refuse, disant qu'ils savent déjà tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Soudain, Ganson revient, chargeant pour battre à mort l'un des prisonniers. Le prisonnier ligoté parvient à bloquer l'attaque du jeune mercenaire. Khan intervient, attrapant l'arme de Ganson avant qu'il ne puisse frapper à nouveau. Ganson se retourne, exigeant de savoir pourquoi on l'arrête. Le chef mercenaire déclare qu'ils n'ont aucun droit de punir les prisonniers, surtout lui, après qu'il a abandonné ses camarades et s'est enfui. Le jeune mercenaire accepte la situation avec indifférence. Le chef des bandits supplie Messire Johann d'épargner leur vie, promettant de ne plus jamais mal agir. Les autres prisonniers se recroquevillent au sol de peur. Khan propose de les exécuter tous immédiatement si on lui en donne l'ordre. Johann agrippe la garde de son épée, réfléchissant à ses options. Il décide que les mercenaires doivent les désarmer et les laisser partir. Le chef des bandits le remercie, mais Ganson demande pourquoi il leur épargne la vie. Le jeune noble se tourne vers les prisonniers, leur disant d'écouter attentivement. Il dit qu'il comprend leur situation, mais que piller des caravanes est inacceptable. Johann révèle que, comme eux, il n'a appris des compétences que pour survivre. Eldan est surpris d'entendre un noble parler d'apprendre des compétences de survie. Un mercenaire désigne Goran, déclarant qu'il n'est là que parce que la paix est bonne. Le noble leur crie d'apprendre de nouvelles compétences et de trouver un moyen honnête de gagner leur vie. Le chef des bandits s'incline avec gratitude, promettant qu'ils n'oublieront jamais sa miséricorde. Johann dit au groupe qu'ils doivent partir aussi. Il ne veut pas être mêlé à d'autres problèmes. Au loin, une créature sombre les observe depuis le sommet d'une colline. La silhouette se dresse dans l'obscurité, se révélant être un loup aux yeux rouges brillants. Le groupe décide de se reposer dans un petit endroit appelé Routspur avant de continuer vers Marseille. Le chef du village est informé que Messire Eldan de la compagnie commerciale Katana est arrivé. Il va à la rencontre du marchand dans la cour du village. Eldan le salue avec enthousiasme en disant que cela fait des mois. Le chef lui souhaite la bienvenue et lui demande s'il cesse de passer quelque chose sur la route. Le marchand raconte avoir rencontré une bande de bandits, remarquant que les choses ont empiré depuis que l'empereur est devenu fou. Il est immédiatement réprimandé, car cela pourrait causer des problèmes si un loyaliste impérial l'entendait. Mais Eldan explique que tout s'est arrangé grâce à un noble incroyablement courageux qui voyage avec eux. Le chef mentionne qu'un faux noble est passé il y a des semaines, mais il l'a battu et l'a chassé du village. L'homme-chat se contente de rire, notant que son ami agit toujours imprudemment quand il perd son sang-froid. Eldan lui assure que celui-ci est différent. Ce noble est courageux, honnête et les a protégés des bandits. Il a même refusé toute récompense, choquant le chef du village. Le chef réalise qu'avoir ce chevalier dans les parages serait une aide précieuse contre les bandits. En ces temps, un bon chevalier est vital pour la sécurité publique. Avec ça en tête, il invite le groupe à rester quelques semaines pour se reposer. Eldan refuse, mais le chef insiste sur le fait que leur relation permet de telles faveurs. Eldan plaisante en disant que le chef essaie de lui voler son compagnon, et le chef rit.
Le chef demande alors où est le noble. Actuellement, il est assis seul dans un coin. Il est affamé, ressemblant à un mendiant sur le point de mourir dans la rue. Goran s'approche et appelle messire Johan qui lui demande ce qu'il veut. Le mercenaire lui offre un sac en tissu rempli de pièces confisquées aux bandits. Il explique qu'ils ont vendu tous les biens et armes des bandits pour une somme décente. Le jeune noble lui demande s'il en a pris pour lui, mais le mercenaire le nie, disant que c'est Johan qui les a capturés. Johan fixe l'argent dans son casque pendant un moment. Puis il tend un plus grand sac à Goran, lui ordonnant de le partager entre ses hommes. Le mercenaire refuse, disant que c'est trop et que le butin devrait lui revenir, mais Johan insiste. Il montre qu'il a déjà pris sa part, ne tenant que quelques pièces dans sa main. Le noble le rassure en lui disant que ce n'est pas grave. Il sait que dépenser un peu d'argent pour garder la loyauté de la bande de mercenaires vaut mieux que d'affronter seul les loups d'un Khiton. D'ailleurs, il ne s'est pas battu seul. Johan déclare que s'être battu ensemble fait d'eux des frères d'armes, espérant que ce geste créera un lien de confiance. Il fait ses adieux aux mercenaires et s'en va. Goran le regarde partir, reconnaissant la vraie dignité d'un chevalier qui se soucie de ses subordonnés. Le mercenaire se retourne pour rassembler ses hommes. Il annonce que messire Johan leur a montré une grande générosité. Goran explique que le noble a distribué les profits du butin de guerre et ordonne à tout le monde de former une ligne. Les autres mercenaires sont stupéfaits, se demandant s'il donne vraiment de l'argent qui devrait lui revenir. Ils échangent des regards incrédules. La surprise se transforme rapidement en célébration alors que le groupe commence à acclamer le nom de Johan à travers le village. Plus tard, dans une auberge, le jeune noble dort profondément, son épée à ses côtés. La porte de sa chambre commence à grincer doucement en s'ouvrant. La flamme de la bougie à côté du lit est soudainement éteinte. Johan continue de dormir, inconscient de la présence dans la pièce. Une paire d'yeux rouges l'observe depuis l'obscurité. Une silhouette masquée se penche sur lui, tenant une dague. La nuit avant l'attaque, un homme annonce que messire Johan a été généreux et distribuera le butin de guerre pour que chacun ait sa part. À cette nouvelle, la foule d'hommes éclate en célébration. Dans les rues de la ville, Johan marche tandis que les gens autour de lui crient son nom. Même s'il a gardé les objets les plus chers pour lui, il a tout de même gagné la loyauté de ses hommes. Un homme plus âgé s'approche et demande s'il est messire Johan. Surpris, Johan demande si l'inconnu le connaît et reçoit comme réponse que oui, car il est le noble venu avec monsieur Elden. L'homme lui propose alors de l'emmener dans la meilleure chambre disponible, expliquant que la compagnie commerciale Katana a déjà payé toutes les dépenses. Ce paiement était la façon pour Elden de régler sa dette envers lui. Sans objection, Johan accepte et demande à l'homme de lui montrer le chemin. Plus tard, parmi les soldats, l'un d'eux demande pourquoi un seul homme n'a pas été payé. L'autre explique que Ganson s'est caché pendant que tous les autres se battaient, et pour cela, il ne recevra rien. En entendant cela, Ganson se tourne sur le côté. Soudain, quelque chose au loin attire son attention. À travers la fenêtre, il voit Johan être conduit par l'homme plus âgé. La vue du noble à l'extérieur fait naître une idée dans son esprit. Johan arrive à l'auberge en quête de repos. À l'intérieur de la chambre, l'homme se détend dans un bain chaud. En plongeant son corps dans les eaux, il sent qu'il peut enfin se reposer un peu. Un lit moelleux et un bain chaud étaient des choses simples qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir le rendre si heureux. Avant cela, il ne réalisait pas à quel point il serait difficile de vivre comme un vagabond sans un toit au-dessus de sa tête. Même s'il était né dans une famille noble, il n'avait jamais réfléchi au luxe de dormir dans un vieux lit. Tout a changé lorsque cet empereur fou a rasé son territoire. Outre lui, de nombreuses autres personnes ont également été victimes de cette attaque. Pourtant, il a survécu, ce qui le mettait peut-être dans une meilleure situation que la plupart. Au milieu de ses pensées, il se demande s'il aurait dû accepter l'offre de Karamov. À ce rythme, l'armée impériale le trouvera sûrement et l'exécutera. À cause de cela, il doit réfléchir à une autre issue jusqu'à ce qu'une idée le frappe soudainement. Ces mercenaires ne pouvaient rien faire contre Eldan. Une bande de mercenaires n'aurait pas peur d'un simple marchand, mais de la compagnie à laquelle il appartient. Ce souvenir le ramène à ce qu'il a appris sur les compagnies commerciales au marché du village quand il était jeune. Les compagnies connectées au même réseau partagent des informations et des fonds par-delà les frontières. Quand elles sont puissantes, elles peuvent influencer les politiciens, les nobles, ou même l'armée d'un pays. Pour survivre à la persécution de l'Empire, il doit se rapprocher d'une compagnie commerciale à tout prix. Néanmoins, il décide de laisser les pensées plus complexes pour plus tard, préférant se remplir l'estomac et aller dormir. Dehors, la nuit avance lentement. Johan s'endort dans son lit, serrant sa propre épée. Sans un bruit, la porte de la chambre s'ouvre lentement. Un assassin s'approche de lui, une dague à la main. Il tend la main pour saisir l'épée de Johan. Avant qu'il ne puisse la toucher, le noble l'arrête, lui saisissant le poignet et demandant s'il ne se lasse jamais de ça. La réaction inattendue surprend l'homme masqué. Assis sur son lit, Johan exige une réponse. Il demande ensuite s'il est l'un des sbires de Karamov. Désespéré, l'assassin se débat et crie pour qu'il le lâche. Sans effort apparent, Johan le jette à travers la porte. Alors qu'il heurte le sol, l'homme est attrapé par la jambe. Désespéré, il se traîne dans le couloir en implorant de l'aide. Trop tard,
l'attaquant réalise que l'homme avec qui il a cherché la bagarre n'était pas humain. 5 minutes avant l'incide, l'aubergiste dormait profondément au comptoir de la réception. Pendant ce temps, 2 jeunes hommes montaient les escaliers en silence complet. Ganson assure à Pra qu'il n'y a pas de problème à laisser le travail entre les mains de ce type. Convaincu, il déclare que Vulen, l'homme le plus fort du village, est rapide et ne se fera pas prendre avec la dague et le masque qu'il a pris. Au même moment, Pell, le fanatique de chevaux, suit le plan et s'approche d'un cheval de guerre. Prudemment, il monte l'animal et lui dit de se taire. Curieux, Pra demande à Ganson si l'épée du noble a vraiment autant de valeur. En réponse, Ganson lui demande s'il a déjà vu une épée capable de couper une personne en deux. Il dit avoir vu cette arme fendre un soldat en deux et qu'une chose avec autant de pouvoir ne pouvait pas être bon marché. De plus, ce chevalier n'est rien sans son épée. Soudain, tous deux jettent un coup d'œil dans le couloir. Devant eux, ils voient l'attaquant au sol et la silhouette de Johan se tenant à la porte de la chambre. L'homme blessé continue de crier à l'aide. Silencieusement, Ganson observe la scène. Effrayé, Pra l'attrape et lui demande ce qui diable se passe. Sans hésitation, Ganson lui dit de courir s'il veut vivre. Le sentiment que quelque chose ne va pas du tout prend le dessus, et la certitude qu'ils sont condamnés s'installe. À ce moment, l'aubergiste apparaît et demande qui ils sont et ce qu'ils font. Dehors, Pell attend avec les chevaux. Voyant les autres approcher, il commente qu'ils sont enfin arrivés. Agacé, Ganson lui crie de se taire et de se préparer à fuir. Il se tourne ensuite vers Pra et lui demande où est Vulen. D'une voix tremblante, Pra répond qu'il est soit mort, soit sur le point de mourir. Ganson ordonne à tout le monde de monter à cheval et de s'échapper, mais Pra est toujours inquiet pour Vulen. Alors que Pell refuse de l'abandonner, Ganson prévient que le noble pourrait les pourchasser. Soudain, le toit de l'auberge explose. Au milieu des débris, Johan bondit vers eux. Aux abords du Saint-Empire du Sud, des corps pendus se balancent à un arbre isolé. À proximité, un soldat enfonce un pieu en bois dans le sol. Après avoir terminé, il se tourne vers son compagnon et confirme que le travail est fait et que le pieu est solide. Ensuite, il cloue un avis d'avertissement indiquant que ces personnes, ainsi que leurs familles, ont été pendues pour avoir volé la propriété d'un noble. Le décret porte la signature de l'empereur du Saint-Empire, Kardirian Bizalfirk. L'un des soldats se demande ce qu'ils ont bien pu voler pour connaître une fin aussi cruelle. En réponse, l'autre mentionne avoir entendu dire qu'il avait volé un poulet et 3 œufs sur le territoire du baron Gorzab. L'information lui paraît absurde, même à lui qui n'en croit pas le résultat. Tout cela est arrivé à cause d'un si petit crime. Pendant ce temps, dans une taverne voisine, la nuit est calme. Assis à une table, Eldan savoure un repas avec une tasse de thé. Peu de temps après, un homme s'approche et l'informe qu'il y a un problème. Il rapporte que Ganson, du groupe de mercenaires, a été surpris en train de voler les biens de messire Johan Yates. En apprenant la nouvelle, Eldan bondit de sa chaise, rempli d'incrédulité. Quelques instants plus tard, il se rassoit, déplorant la situation car il avait espéré convaincre messire Johan de voyager avec eux jusqu'à Marseille. Sur ce, Eldan ordonne que Ganson soit capturé immédiatement et que le reste du groupe prétende n'y être pour rien. L'homme obéit promptement, observant attentivement le calme avec lequel un marchand de la compagnie Katana gère une crise. De nouveau seul, Eldan tente de se calmer, confiant qu'il surmontera ce problème comme il l'a fait de nombreuses fois auparavant. Il sait qu'il ne mourra pas pour une chose pareille, mais il doit tout de même réfléchir à une manière prudente de traiter avec ce noble. Ailleurs, une réunion de village a lieu. Après s'être levé, le chef du village annonce la fin de la réunion de ce soir. Soudain, un homme entre en courant, criant que le chef a besoin d'aide. Il les informe que les fauteurs de troubles ont été surpris en train d'essayer de voler le noble. Agacé, le chef du village frappe du poing sur la table et les traite de sales gosses inutiles. L'un des présents demande ce qu'il faut faire, ce qui ne fait qu'accroître l'irritation du chef. En réponse, il leur ordonne de rassembler des tribus à offrir aux nobles et d'y inclure l'un des esclaves gardés dans le village. Il exige également qu'ils se préparent à exécuter les fauteurs de troubles devant le noble lui-même. Immédiatement, les parents des jeunes protestent, déclarant qu'ils ne peuvent pas laisser mourir leurs enfants. Consumé par la fureur, le chef du village prend un tabouret, crie à tout le monde de se taire et le fracasse sur le sol. Il hurle ensuite sur les parents, leur demandant s'ils ne comprennent pas la gravité de la situation ou s'ils ont oublié le décret de l'empereur. En hurlant, il déclare qu'ils doivent agir avant que le noble ne le fasse, car c'est le seul moyen pour eux de survivre. Le décret impérial stipulait que quiconque convoitait les biens d'un noble pouvait se faire couper la langue ainsi que sa famille ou être condamné à la potence. À certains endroits, des familles entières avaient déjà été anéanties à cause de ce décret absurde. Tout cela est arrivé parce qu'ils ont exigé un poulet et 3 œufs au lieu de salaires impayés. Après tout, pour lui, tous les nobles agissent de la même manière. Le chef se tourne alors vers l'une des mères et lui demande ce qu'elle pense que le noble à qui leurs enfants se sont frottés va faire. Après avoir offensé un noble, il essaiera sûrement de les punir d'une manière ou d'une autre, peut-être même en faisant décapiter tout le village tout en faisant la leçon sur l'honneur d'un chevalier. Un des hommes soutient que ce territoire appartient au comte Gerpen et que, quelle que soit l'importance de la maison de ce noble, il pourrait demander l'aide du comte. En réponse,
le chef du village déclare que les nobles ne se soucient que de leur petit jeu d'honneur, jamais de qui vit ou meurt. Frappant la table, il crie à tout le monde de se réveiller. Tandis que les parents des jeunes pleurent, les autres restent silencieux. Le chef demande alors s'ils pensent vraiment qu'il se sent bien à ce sujet. Avec regret, il déplore de devoir sacrifier leurs enfants, mais il déclare que le village survivra si les jeunes meurent, et que cette décision est pour le bien de tous. Plus tard, une foule se rassemble sous un grand arbre alors que les villageois approchent. Les 3 jeunes hommes restent agenouillés et ligotés au sol tandis qu'un 4e homme gît à côté d'eux. En observant la scène, Johan se rend compte que la situation a dégénéré, car ce n'étaient que des garçons du village qui ont essayé de voler son épée. Il semble qu'il l'ait fait en remarquant l'arme, ce qui le pousse à décider qu'il doit la garder cachée désormais. Une partie de la faute, admet-il, lui revient pour avoir porté une telle épée à découvert, décidant de leur faire juste un peu peur avant de les laisser partir. Assis sur une chaise, Johan attend au milieu de la foule. Peu de temps après, le chef du village s'approche et demande si l'honorable messire Johan va bien. Sans hésitation, Johan répond que non, il ne va pas bien. Il demande alors si c'est la coutume dans le village de Rutsbeck d'accueillir les invités en leur mettant une lame sous la gorge et en pillant leurs bagages. Sur ce, le chef du village se jette à terre et présente ses plus sincères excuses. Assumant la responsabilité, il déclare qu'il a échoué en ne maîtrisant pas ces idiots. Johan avertit l'un des garçons d'être plus prudent la prochaine fois et les renvoie tous. Soudain, le chef du village sort une dague. Levant la lame au-dessus de la tête d'un des jeunes hommes, il déclare qu'il se rachètera en leur coupant la tête pour l'honneur de Johan. Immédiatement, Johan tend la main et lui ordonne d'arrêter, précisant que ce n'est pas son intention. Pourtant, le chef du village insiste sur le fait que ceux qui ont sali l'honneur de messire Johan méritent de mourir. Ignorant l'ordre, il lève de nouveau la dague pour exécuter l'un des jeunes. La mère du garçon se couvre le visage et s'excuse auprès de son fils. Cependant, la lame est arrêtée avant d'atteindre sa cible. Froidement, Johan lui demande s'il ne l'a pas entendu dire d'arrêter. Le chef du village et les villageois tournent leur regard vers Johan. Dans un silence complet, toute la foule observe la scène. Johan se lève et demande si tout le monde est devenu assez fou pour tuer des gens pour une raison aussi insignifiante. Fermement, il déclare que s'ils veulent qu'ils paient pour leurs crimes, ils devraient les faire payer avec de l'argent. À ces mots, la foule regarde Johan en silence. Réalisant que sa suggestion pouvait paraître trop évidente, il s'éclaircit la gorge et dit qu'il va se répéter. Il demande alors comment l'honneur peut être plus précieux que la vie humaine et leur ordonne de détacher les jeunes et de ficher le camp. La dague glisse de la main du chef du village et se plante dans le sol. Submergé d'admiration, le chef du village s'agenouille, impressionné par la décision honorable de messire Johan. Soulagés, les parents de Prat courent l'embrasser, heureux de le voir sain et sauf. Le chef du village n'arrive toujours pas à croire qu'un tel noble existe vraiment, confirmant que Eldan disait la vérité. En signe de gratitude, les mercenaires s'inclinent en remerciant messire Johan et en promettant de ne jamais oublier sa bonté. Ganson s'excuse également, admettant qu'il n'avait pas réalisé à quel point le noble était honorable et qu'il avait fini par se faire avoir par un idiot. Alors que les autres jeunes sont détachés, un homme commente qu'ils ont eu de la chance, car n'importe quel autre chevalier les aurait tués. À ce moment, le chef des mercenaires s'approche de Ganson qui le presse de le détacher. Amèrement, Ganson se lamente d'avoir rejoint cette bande de mercenaires malchanceuses. Soudain, le chef lui saisit le visage. Effrayé, le jeune homme lui demande de quoi il parle. D'un ton froid, l'homme lui dit de détendre son corps, affirmant que cela facilitera les choses. Peu après, une ombre se dresse derrière Ganson pour l'attaquer alors que Johan se retourne. Surpris par le mouvement soudain, Johan se retourne. Le corps de Ganson tombe au sol, exécuté devant ses compagnons mercenaires. Voyant la scène, Johan se lève et demande ce qu'il croit foutre. En réponse, le chef du groupe se justifie en disant qu'en vertu du décret de l'empereur, il a simplement exécuté celui qui convoitait la richesse d'un noble. Johan rétorque, déclarant que ses paroles n'ont pas été prises au sérieux, car il était sûr qu'ils n'auraient pas à voir leur sang. Tout autour, les autres mercenaires et Eldan observent tout en silence. S'adressant à messire Johan, le chef explique que même les mercenaires ont un honneur et des règles à suivre. Selon lui, les actions lâches de Ganson ont bafoué leur honneur et mis en danger la vie du groupe, et son acte n'était qu'un moyen de protéger ces règles. Le chef offre alors sa dague, déclarant que si Johan croit que son autorité a été défiée, il doit le punir. À ce moment, Johan réalise que l'homme a raison et que les mercenaires ont leur propre honneur, quelque chose qu'il essaie de protéger de sa propre vie. Sur ce, Johan rengaine son épée. La foule autour continue d'observer la scène dans un silence absolu. Puis, il repousse la lame du chef avec sa main. Franchement, Johan admet qu'il n'a pas tenu compte de la position des mercenaires et s'excuse. Le geste surprend à la fois les mercenaires et Eldan, qui ne s'attendaient pas à voir un noble s'excuser. Johan demande alors à Khan de ranger la dague et le mercenaire demande pardon. Peu après, il remercie Khan pour sa compréhension. L'un des mercenaires réprimande Khan pour avoir affronté un noble, mais on lui dit qu'il peut lui donner un coup de pied s'il recommence. De loin, Eldan regarde Johan d'un œil nouveau. Ce noble était différent de tous les autres, juste et courageux,
mais sans aucune trace d'autoritarisme. Il suscite une question chez Eldan, comment quelqu'un comme ça peut-il exister? Sur ce, Eldan décide de faire de Johan son allié à tout prix, dans le but d'améliorer sa propre réputation au sein de la compagnie. Plus tard, le groupe poursuit son voyage sur une route éclairée par le soleil couchant. Pendant le trajet, Johan examine une montre de poche prise dans le butin. Monté sur son cheval, il regrette d'avoir choisi l'objet qui semblait le plus précieux pour découvrir qu'il était cassé. Soudain, quelqu'un s'approche par derrière. Une jeune femme l'appelle maître Johan et commente que maintenant elle doit s'occuper de quelqu'un d'autre. Peu après, une voix l'interpelle depuis une porte voisine. Le chef du village s'approche et offre des cadeaux préparés par le village en signe de gratitude. Parmi eux, Johan reconnaît une montre et s'étonne qu'il ait trouvé quelque chose de si précieux. De plus, le chef lui offre également un esclave, affirmant que le garçon est bon en géographie et qu'il sera utile. C'était la première fois que Johan voyait un esclave dans un état aussi déplorable, et le laisser ainsi mettrait sa vie en danger. Le remerciant pour l'offre, il demande qu'on lave et nourrisse le jeune homme pendant qu'il se prépare à partir. À ce moment-là, le chef annonce que Godin a été accepté. Même en accueillant le garçon, Johan se sent mal à l'aise avec l'idée de posséder un esclave. La nuit, de retour au camp, les mercenaires mangent de la viande autour d'un feu de camp, tandis que l'un d'eux dit à Khan de ne pas boire d'alcool. Godin s'approche de Johan, qui nettoie son épée, et l'appelle maître. Le jeune lui tend un repas, et Johan le remercie. Il demande ensuite à Godin de changer la façon dont il s'adresse à lui et de commencer à l'appeler par son nom. Reconnaissant, le garçon le remercie, tandis que Johan se demande si l'enfant est en fait une femme. Curieusement, il demande comment quelqu'un de doué en géographie a pu devenir esclave, mais Godin répond que ce n'est pas une histoire agréable. Le jeune demande alors si de mauvaises choses sont aussi arrivées aux nobles. Johan répond qu'il aimerait d'abord entendre son histoire, et Godin accepte. Il commence par dire qu'il était à l'origine un colporteur chargé de transporter et de revendre des armes dans la région de l'Est. Avec le temps, sur les ordres d'un noble, il s'est retrouvé impliqué dans la contrebande d'or. En entendant cela, Johan commente qu'un tel crime entraînerait la peine de mort et qu'il a eu de la chance d'avoir survécu. Godin explique qu'il avait besoin de beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, car ses jeunes frères et sœurs étaient malades et affamés. Pour cette raison, il a continué à livrer l'or que le noble lui avait dit de cacher, jusqu'au jour où il a été dénoncé par le noble lui-même. Johan en déduit qu'après avoir servi son but, il a été jeté et demande s'il a au moins essayé de demander un procès. Secouant la tête, Godin dit qu'à cause du décret de l'empereur, il n'a même pas eu le droit de parler. Sur ce, Johan lui demande s'il a réussi à envoyer l'argent à ses frères et sœurs. Le jeune explique que pour éviter une exécution immédiate, tout l'argent a été utilisé pour soudoyer les gardes. Godin s'excuse, mais Johan répond qu'il n'a rien à se reprocher. Ce monde était assez cruel pour lui faire grincer des dents. Sans pouvoir, les gens étaient traités comme des criminels, exploités sans aucune chance de résister aux atrocités des nobles. Même les soldats privés de la maison Brie n'y ont pas échappé, survivant en volant les autres, ni les habitants de Rutzbeck qui ont été poussés à sacrifier leurs propres enfants pour survivre. Sans parler de Godin, transformé en esclave après avoir été utilisé et jeté. Johan se demande si tout cela est vraiment juste. Immédiatement après, il se rappelle que ce n'est pas le moment de s'inquiéter du monde, car il est pourchassé par l'armée de l'empereur et pourrait mourir à tout moment. Puis, il appelle Godin qui répond promptement. Fermement, Johan déclare qu'ils sont désormais des camarades et qu'ils doivent survivre et bien vivre ensemble. La jeune femme rougit. Soudain, un mercenaire s'approche et annonce qu'un monstre est apparu à proximité. Johan se lève en se lamentant de ne même pas avoir le temps de se reposer. Sans tarder, il demande où se trouve la créature et l'homme indique le chemin pendant qu'ils courent tous. Godin reste en arrière, répétant silencieusement les mots de Johan. En rejoignant les autres, il demande si le monstre est proche. En réponse, ils disent qu'il fait trop sombre pour voir clairement, mais qu'il y a certainement quelque chose dans l'obscurité. À ce moment-là, Johan sort de derrière les buissons, poussant les mercenaires à lui dire de se baisser. Calmement, il dit simplement que tout va bien. Johan leur ordonne alors de ranger leurs armes, laissant les mercenaires complètement confus. Johan dit qu'il va jeter un œil, puis se tourne pour entrer dans la forêt sombre. Khan déclare que combattre des monstres requiert des compétences spéciales et que c'est toujours dangereux. D'un ton sérieux, il renforce que la mission du groupe est de protéger Eldan et qu'ils ne peuvent pas prendre de risques inutiles. Soudain, Johan s'arrête et ferme les yeux en disant qu'il peut sentir quelque chose. Faisant quelques pas en avant, il s'approche d'un buisson et reconnaît une pression familière capable de glacer le cœur de n'importe qui. Au milieu de l'obscurité, une paire d'yeux se détache devant lui. Johan identifie la créature comme étant le loup noir de mauvais augure, le même salaud qu'auparavant. La dernière fois qu'il l'a rencontré, l'animal a attaqué les loups d'Eaketen à sa place. Même s'il a eu d'innombrables occasions, la créature ne l'a jamais attaqué. C'est pourquoi Johan sait que le loup n'a pas l'intention de lui faire du mal. Calmement, il demande à la créature cachée de sortir. Des ombres, l'énorme loup noir émerge devant lui. Tendant la main, Johan demande si le loup l'a suivi et le remercie de l'avoir sauvé auparavant. Khan demande si Johan sait vraiment comment gérer les monstres,
tandis qu'un des mercenaires admet n'avoir jamais rien vu de tel. Le grand loup s'approche lentement et renifle le visage de Johan. Soudain, l'animal lui mord la tête, ce qui fait hurler son nom à l'un des mercenaires, paniqué. À ce moment, Eldan s'avance et dit au petit merdeux de dégager le passage. La tête toujours dans la gueule du loup, Johan demande à tout le monde de ne pas avoir peur du grand gaillard. Tenant fermement l'animal, il révèle que cette créature est le guide de l'aube. Excité, Eldan demande simplement si c'est vrai. Confus, Johan répète le nom guide de l'aube, ne comprenant pas sa signification. Alors Eldan commence à expliquer que dans l'Empire de l'Est, il existe une vieille chanson sur cette créature. Selon la légende, par une nuit de pleine lune à l'époque de la Grande Guerre, un guerrier a donné un nom au loup. Ce nom était guide de l'aube. Et le loup, en le recevant, a incliné la tête devant le guerrier. Ses yeux brillaient de mille feux, et tout le monde criait en le voyant courir à l'avant-garde du champ de bataille. À la fin de la guerre qui a divisé le continent, le guerrier a apporté la paix et est mort en héros. Le loup noir a pleuré pendant 3 jours et 3 nuits, puis est parti en voyage vers des lieux où l'ordre et les héros étaient nécessaires. Telle est la légende du guide de l'aube. Johan demande si Eldan ne se trompe pas, car cette créature est connue comme le loup noir de mauvais augure. En réponse, Eldan explique que le guide de l'aube provient du folklore de l'Empire de l'Est et que de nombreux détails ont été déformés en arrivant dans le Sud. Récitant un passage, il dit que le guide de l'aube punit le mal et se soumet à un héros courageux. Eldan explique que cette phrase provient d'un texte ancien de l'Empire de l'Est. À cet instant, Johan commence à comprendre quelle sorte d'être est réellement cette créature. Eldan demande la permission de caresser le loup une seule fois et Johan accepte. Cependant, dès qu'il essaie de s'approcher, le loup grogne férocement contre lui. Face à cela, il conclut qu'il ne devrait peut-être pas faire ça. Johan caresse le loup, qui se calme bientôt, tandis que Eldan se demande si la créature n'est douce qu'avec lui. Soudain, une idée frappe Eldan. Il se souvient d'un passage du folklore de l'Empire de l'Est, qui stipule que donner un nom à la bête divine qui vous suit en fait votre vassal. Un instant, il se demande si ce sudiste pourrait être le héros légendaire, mais il écarte rapidement cette pensée, pour la reconsidérer un instant plus tard. Eldan demande alors à Johan s'il a déjà donné un nom au guide de l'aube, ce à quoi il répond qu'il n'a pas encore eu l'occasion. Avec insistance, il demande à Johan de le nommer à l'instant même. Selon Eldan, si la légende est vraie, quelque chose d'incroyable se produira. Johan commence à penser à un nom tandis que Eldan suggère Katana. Au même moment, Volin se souvient de la dernière fois qu'il a vu quelque chose de semblable, quand il a enterré ce salaud de Cardouet. Désignant la créature du doigt, Johan décide que son nom sera Karamov. Surpris, Eldan réagit immédiatement, reconnaissant le nom. Les yeux du loup brillent d'une lueur intense. Une force soudaine émerge et enveloppe Johan et Eldan. La créature hurle tandis qu'une puissante énergie la transforme. Devant eux, le guide de l'aube apparaît, désormais nommé Karamov. Le loup transformé fait face à son nouveau maître. Calmement, Johan le caresse et dit qu'il comptera sur lui. Se tournant vers Eldan, il convient que c'est en effet incroyable, mais lui demande ce qu'il fait. Tout autour, les mercenaires regardent Eldan prosterné sur le sol devant Johan et Karamov. Submergé par l'émotion, Eldan déclare que tout s'est passé exactement comme décrit dans le folklore et que c'est la première fois qu'il est témoin d'un mythe de ses propres yeux. Il déclare alors qu'il respecte Johan depuis le moment où il l'a vu. Il le loue pour les avoir protégés des bandits, pour avoir fait preuve de pitié envers ses ennemis, et pour être l'élu de la bête divine. Devant tout le monde, Eldan le proclame héros des temps difficiles. Les mercenaires et Godin réagissent en entendant la proclamation. Parmi les murmures, tout le monde se demande si Johan est vraiment le héros des temps difficiles. Avec une expression mal à l'aise, Johan se tourne vers Eldan. D'un ton contenu, il s'excuse. Il révèle qu'il n'est pas le héros qu'il imagine, mais juste un vagabond d'une maison insignifiante, soucieux de sa survie. De plus, il admet qu'il est pourchassé pour avoir battu Karamov à mort. Johan s'excuse à nouveau de l'avoir déçu, mais Eldan nie tout sentiment de déception. Il lui demande alors la permission de le présenter à la compagnie commerciale Massian en guise de remerciement pour sa gentillesse. En entendant cela, Johan se souvient d'avoir entendu que Eldan allait à Marseille et demande quel genre d'endroit c'est, car il n'en a jamais entendu parler. Eldan explique que Marseille est une célèbre ville de libre-échange et l'un des rares endroits que l'empereur ne peut atteindre. L'information pique l'intérêt de Johan. Sur ce, il accepte l'offre, déclarant qu'il ne peut ignorer une telle gentillesse, tandis que Eldan le remercie. En silence, Johan songe que si l'empereur ne peut l'atteindre là-bas, il serait possible de commencer une nouvelle vie de marchand. Pendant que Eldan chante joyeusement, Johan espère qu'aucune rumeur ne se répandra sur le fait qu'il soit une sorte de héros. Réfléchissant en silence, il pense au titre de héros des temps difficiles et à quel point ce serait bien s'il était vraiment quelqu'un comme ça. Pourtant, il reconnaît que dans sa vie passée comme maintenant, il n'est rien de plus qu'un vagabond luttant pour rester en vie. Le souvenir d'une figure imposante lui revient à l'esprit, décrétant qu'à partir de ce moment, il ne connaîtrait que la souffrance. Serrant le poing, Johan admet que la vie avant sa mort n'était pas facile non plus, mais cette fois, c'est différent. Maintenant, il décide d'avancer pas à pas, guidé par sa propre volonté. Sur ce, le groupe part en direction de la cité des riches marchands,
Marcel. Gaudin remarque qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir revenir en ce lieu. En se promenant dans le marché, Johan suggère de faire quelques achats. Soudain, Karamov fonce devant le groupe, poussant Johan à l'interpeller. Un vendeur se penche, qualifie l'animal de petite chose mignonne et lui offre une friandise. Observant la scène, Johan réalise que pour tout le monde ici, Karamov ressemble juste à un adorable petit chien. Un jour avant d'entrer à Marcel, le groupe était rassemblé dans la forêt. À ce moment-là, Johan se tourne vers Karamov et l'appelle par son nom. Il explique qu'un monstre de cette taille provoquerait un énorme remue-ménage en ville et lui demande d'attendre dehors. En réponse, le corps de Karamov commence à subir une transformation. Johan observe attentivement tandis que la créature prend une forme plus petite. Surpris, il demande si le loup a vraiment rapetissé et si c'est une autre capacité d'une bête divine. Sans perdre un instant, Gaudin accourt et serre le petit Karamov dans ses bras, s'exclamant à quel point il est mignon. Face à la situation, Johan conclut qu'à cette taille, il n'y aura probablement aucun problème. De retour au présent, une petite foule se rassemble, commentant l'apparence inhabituelle du chiot et se demandant si c'est un animal de compagnie d'une terre étrangère. Gêné, Gaudin s'excuse pour le manque de manière du petit, mais Johan dit qu'ils doivent partir vite car ils sont toujours poursuivis. Peu après, Gaudin interpelle Johan. Il propose de s'occuper de tout l'équipement s'il achète un grand sac, lui rappelant qu'il était autrefois un marchand d'équipement. Il montre ensuite qu'il n'a que 4 pièces d'argent et demande s'ils peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin. Alors, Gaudin ne prend qu'une seule pièce d'argent. Il promet avec assurance d'obtenir tout ce qu'ils ont mentionné en n'utilisant que cette seule pièce. Johan lui dit de ne pas s'emballer, se demandant ce qu'on pourrait bien faire avec si peu d'argent. Quelque temps plus tard, Gaudin et Johan sont entièrement équipés, et Johan a du mal à croire que tout a été acheté avec une seule pièce. Ils ont acquis un sac tactique pour Johan et un sac à dos de provisions pour Gaudin, facilitant le rangement de leurs affaires. Grâce à son impressionnant bagou, Gaudin a réussi à vendre un casque complètement détruit à un prix très élevé et a même obtenu une masse gratuitement. Après avoir acheté du vinaigre, de l'huile pour l'entretien de l'équipement et d'autres fournitures, ils ont même récupéré de la monnaie. D'une manière ou d'une autre, ils se sont retrouvés avec plus d'argent qu'au départ. Voyant cela, Johan réfléchit que si un casque cassé a pu être vendu si cher, l'équipement qu'il a enterré pour Karamov vaudrait beaucoup plus. Il décide que s'il doit revenir ici plus tard, il devra le déterrer et le mettre en vente. Commentant la situation, Johan observe que Gaudin semble heureux de faire un travail aussi familier et lui demande s'il était vraiment un marchand. Tout en organisant le nouveau sac à dos, le jeune homme avoue que cette vie lui manquait. Le souvenir du moment où il est devenu esclave lui revient à l'esprit, vivant chaque jour dans le désespoir et la peur de la mort. Maintenant, cependant, après avoir rencontré Johan, il sent qu'il a retrouvé la vie qu'il menait quand il était marchand. Gaudin le remercie sincèrement, déclarant que même s'il n'était jamais devenu esclave, il aurait quand même choisi de voyager à ses côtés. Johan dit que d'entendre cela le rend heureux et qu'il comptera sur lui dorénavant. La réponse est immédiate, accompagnée d'un bien, Johan, enthousiaste. Sur ce, les deux décident d'explorer Marcel. Après être arrivé en ville, Johan, qui n'avait connu que des épreuves jusqu'alors, fait enfin l'expérience d'un bonheur qui lui avait toujours échappé. La viande qu'il mangeait avant ressemblait à du cuir de chaussure, tandis que celle de Marcel fond simplement dans sa bouche. Avant, il pouvait à peine se baigner, et tout son corps le démangeait de façon insupportable. En ville, cependant, il peut se baigner dans l'eau chaude quand il le veut. Pendant ses voyages, il n'a jamais eu d'endroit convenable pour dormir, et les rochers froids et humides lui faisaient mal au corps. À Marcel, il dort maintenant sous des couvertures chaudes et douces. Face à cela, Johan conclut que la vie ici est très bonne et décide de s'installer en ville. Il rêvait de vivre heureux à Marcel, mais le destin ne suivrait pas le chemin qu'il désirait. Le lendemain, la place de la ville de Marseille est en pleine effervescence. Tandis qu'il marche, Johan commente à quel point la vie semble paisible, car cela fait longtemps qu'il n'a pas marché calmement dans les rues. Soudain, un sentiment étrange lui fait réaliser que quelque chose ne va pas. Remarquant un groupe de personnes rassemblées, il se demande si une autre bande de bandits est à proximité. Un des hommes confirme que des criminels ont enlevé la fille de Dave et ont volé toutes les marchandises qu'ils transportaient. Johan continue de manger sa brochette tout en écoutant la conversation. D'autres commentent qu'avec des bandits en liberté, les gens ne peuvent pas vivre sans inquiétude. Entendant cela, Gaudin dit à Johan que l'atmosphère de la ville n'est pas bonne à cause des bandits. Plus loin, un mercenaire menace un vendeur, déclarant qu'il paiera plus tard et demandant si l'homme sait qui il est. Il crie qu'il veut juste une brochette de viande car il n'a pas mangé depuis 4 jours. Cet homme était un retardataire du groupe de mercenaires des loups des Aquitaines qui s'est perdu en pourchassant Johan et a fini à Marseille. Il se retourne pour continuer la dispute mais s'arrête brusquement. À cet instant, le mercenaire et Johan se reconnaissent. L'homme le traite de salaud et fonce sur lui. Johan réalise que les loups des Aquitaines l'ont suivi jusqu'à Marseille et comprend que la situation est extrêmement mauvaise. Il sait que rien de bon ne peut sortir d'un combat en ce lieu. Le mercenaire bondit sur lui, l'épée levée, en lui criant de mourir. Avant que le coup ne puisse l'atteindre, un homme à cheval apparaît et frappe l'attaquant.
Le mercenaire tombe au sol, vaincu devant la foule. Observant la scène, le cavalier commande qu'avec l'état actuel de la sécurité, toutes sortes de gens se sont montrés. Il s'adresse ensuite à Johan, le qualifiant de vagabond, et lui demande s'il est blessé. Johan répond que non et le remercie pour son aide. L'homme sourit et lui conseille de toujours prendre soin de lui. Peu après, il se retourne et s'éloigne dans la rue. Pendant ce temps, une armée de mercenaires commence à se rassembler sur la place. Les troupes s'alignent en formation sur toute la place de la ville. Bradil, capitaine des mercenaires des Hawkwood, dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Il leur assure avec confiance que ces 500 mercenaires anéantiront la bande de bandits et rendront Marcel à nouveau sûr. Gaudin est étonné de les voir en personne, tandis que Johan demande s'ils sont célèbres. En réponse, il explique que les mercenaires des Hawkwood comptent parmi les meilleurs groupes de mercenaires de l'Empire. En entendant cela, Gaudin réalise qu'avec des bandits rôdant dans la région, le groupe a sûrement été engagé pour les exterminer. Johan reste silencieux, observant simplement l'activité autour de lui. Dans ses pensées, il réfléchit que si Bridel n'était pas apparu pour l'aider, son identité aurait pu être révélée. Si cela s'était produit, il ne pourrait plus rester à Marseille pendant que l'Empire le chassait. Le souvenir de la promesse qu'à partir de ce moment, il ne connaîtrait que la souffrance lui revient à l'esprit. Prenant une profonde inspiration, il se ressaisit, se souvenant qu'il est toujours un fugitif. La seule façon de survivre est de nouer de bonnes relations avec une grande compagnie commerciale, car même l'empereur ne peut s'ingérer dans leurs affaires. Eldan le tient en haute estime, ce qui lui a donné la chance d'interagir avec la compagnie commerciale Machen. Pourtant, il se demande ce qui se passerait si son identité était révélée avant cela. Il conclut que si la compagnie découvrait que l'Empire était à ses trousses, elle ne le protégerait en aucune manière. S'il est démasqué avant d'établir une bonne relation avec Katana, sa mort est certaine. Son objectif étant clair, Johan serre le poing, déterminé à se rendre à la compagnie commerciale Katana et à obtenir une protection contre l'Empire. Tant qu'il n'aura pas gagné la confiance de la compagnie, sa véritable identité ne pourra être révélée. Soudain, une voix féminine interpelle Johan en lui demandant si c'est bien lui. La femme bête se présente comme Ibelka, une employée exclusive de la compagnie commerciale Katana. Elle explique qu'elle a entendu parler de ses exploits par Eldan et qu'elle aimerait former un lien étroit avec lui et sa maison. Finalement, Ibelka l'invite à l'accompagner à la compagnie commerciale Katana s'il n'est pas occupé. Ils arrivent à la succursale de Marcel de la compagnie commerciale Katana. Dehors, Gaudin essaie d'attraper la patte de Karamov, mais le petit animal lui mord la main. Seul, Johan attend dans une pièce luxueuse. Il a enfin atteint la compagnie, nourrissant l'espoir que cet endroit ait sa chance de changer sa vie. À ce moment-là, une femme s'approche par derrière, confirme s'il est bien Monsieur Johan et mentionne qu'elle a entendu parler de lui par Eldan. Alors qu'il se retourne, Johan la voit se lever pour se présenter officiellement. Elle se présente comme Eaon, la directrice de la succursale de Marcel de la compagnie commerciale Katana. Se présentant à son tour, Johan dit qu'il est de la maison Yates, et elle exprime le même plaisir à le rencontrer. Ensuite, Jean l'invite à discuter autour d'une tasse de thé, et il accepte. Une boisson chaude, une marchandise de la région méditerranéenne, est servie devant lui. Elle commente qu'elle espère que la boisson est à son goût. Johan la remercie, bien qu'il réalise que c'est du café. Curieusement, il demande si le thé est fait à partir de graines de fruits grillés et est félicité par Yeon pour sa perception. Puis elle suggère qu'il passe aux choses sérieuses. Yeon déclare qu'ils peuvent déjà deviner la raison de sa visite, ce qui fait que Johan renverse sa boisson de surprise. Il se demande immédiatement si l'on découvert qu'il est pourchassé par l'empereur. Remarquant sa réaction, Eon commence à expliquer ce qu'elle voulait vraiment dire. Selon elle, la raison est que Johan nourrit de l'ambition dans son cœur. Confus, il ne comprend pas la déclaration. Eon révèle alors qu'elle a appris d'Eeldan qu'il protégeait les innocents et faisait preuve de pitié envers ses ennemis. En le voyant arriver à Marseille, une ville infestée de bandits, elle a perçu son ambition de la sauver de ses propres mains. Face à cela, Johan est d'accord, admettant qu'elle a vu ses véritables intentions. Jorn affirme que l'ambition n'est pas une mauvaise chose, mais une vertu de ceux qui en sont dignes. De plus, elle ajoute que la compagnie aime parrainer les ambitions de ceux qu'elle juge méritants. Johan réalise que c'est une occasion claire de conclure un accord. S'il le souhaite, Jean propose de le présenter au gouverneur de Marseille. Il comprend que le gouverneur a un rôle similaire à celui d'un maire et qu'avec cela, il pourrait obtenir le soutien de la compagnie et de la ville. Devant cette possibilité, il conclut qu'il doit accepter car alors, même l'empereur ne pourrait l'atteindre. Remerciant pour l'offre, Johan demande en quoi consiste exactement le parrainage de la compagnie commerciale Katana. Johan explique que le soutien de la compagnie donne accès à tous les services qu'elle offre, tels que les restaurants, les auberges et les divertissements. Levant un doigt, cependant, elle prévient qu'il y a une condition. Il doit promettre de se battre sous la bannière de la compagnie. Aion exige qu'il se batte pour eux chaque fois que son aide sera nécessaire. Johan demande si cela signifie s'occuper des bandits, mais elle le nie. Elle précise que les mercenaires des Hawkwood sont déjà partis pour cette mission et que pour lui, une tâche est réservée. Il reste silencieux un moment avant de demander quelle serait cette autre tâche.
Aion explique que le nombre de quartiers marchands mécontents de la compagnie a augmenté, les accusant de monopoliser le marché. Elle propose alors qu'il élimine les membres de ces quartiers mécontents et de préférence leurs enfants aussi. Elle le regarde droit dans les yeux et lui demande ce qu'il pense de cette unique condition. Johan reste silencieux, réfléchissant à la proposition. Le soleil se couche sur la succursale de la compagnie Katana à Marseille. Quelque temps plus tard, Johan quitte le bâtiment. Dehors, Gaudin le salue joyeusement et lui demande comment s'est passée la réunion. En réponse, Johan fixe simplement l'horizon, ce qui pousse Gaudin à l'appeler par son nom. Soudain, Johan crie avec enthousiasme à Gaudin qu'ils vont sucer du miel. Confus, Gaudin le regarde fixement, répétant la phrase sucer du miel. 1 heure plus tôt, Johan et Aion parlaient encore dans la salle de réunion. À ce moment-là, Johan refuse sa proposition. Il soutient que dans une grande ville comme Marseille, il est naturel que des plaintes surgissent lorsque quelqu'un domine la distribution. Il demande alors si, au lieu de résoudre le problème par le dialogue, elle s'attend à ce qu'il tue ces gens, y compris leurs enfants. Il déclare fermement qu'il ne peut pas assassiner des innocents pour une telle raison et refuse de le faire. Finalement, il suggère qu'il fasse comme si cet accord n'avait jamais existé. Von et Johan se regardent en silence pendant quelques instants. Puis, son expression change subtilement. Elle l'informe qu'il a réussi, laissant Johan confus. S'inclinant légèrement, elle explique que ce n'était qu'un test pour voir s'il était apte au parrainage, ce qui l'amène à demander si le monopole était faux. La directrice précise que la compagnie n'a jamais monopolisé la distribution et est en fait bien considérée parmi les marchands. Elle ajoute qu'elle souhaite maintenir les termes proposés, mais que cela ne signifie pas qu'ils doivent se rendre immédiatement sur un champ de bataille. Immédiatement. Aion explique que les mercenaires d'Eocode sont déjà partis pour soumettre les bandits, et qu'en attendant, il est libre de se reposer et de profiter du parrainage. Elle lui tend alors la main et l'invite à rejoindre la compagnie. Johan accepte l'offre avec enthousiasme. Les deux se serrent la main, scellant l'accord, et Johan exprime son souhait que le partenariat soit bénéfique pour eux deux. De retour à l'extérieur, Gaudin demande ce que signifie l'expression sucer du miel. Johan explique que c'est une façon de dire qu'ils vont dépenser beaucoup pour quelque chose de cher en utilisant l'argent de la compagnie commerciale Katana. Peu après, Gaudin demande si les négociations se sont bien passées, et il confirme qu'il a finalement obtenu le parrainage. Le jeune homme le félicite, et Johan le remercie. Dans son esprit, il réfléchit que tout se passe bien puisqu'il a obtenu un soutien dès son arrivée à Marseille. Bien que les bandits causent encore des problèmes, il pense qu'une fois que les mercenaires s'en occuperont, la ville redeviendra paisible. La vie heureuse dont il a toujours rêvé ne semble plus lointaine, alors il décide qu'il est temps de se détendre. Alors qu'il marche dans la rue, un cri soudain retentit. Une foule se rassemble autour de plusieurs corps éparpillés sur le sol. Johan se demande ce qui s'est passé et pourquoi il y a des corps exposés en public alors que Gaudin l'interpelle. Goran s'approche et prévient qu'il est là, incitant Johan à demander ce qui se passe. En réponse, Goran explique que les bandits sont devenus plus violents, assassinant désormais les familles des marchands pour intimider la ville. L'un des corps ensanglantés gît sur le sol pavé de la place. En observant la scène, Johan réalise que la situation est loin d'être résolue. Dans la foule, un citoyen crie que rien n'est fait et que la ville de Marseille devrait être tenue pour responsable. Un autre homme suggère que l'empereur est derrière les bandits, mais l'idée est rapidement rejetée comme étant absurde. La foule commence à se disputer, certains défendant l'empereur et d'autres l'accusant. Les voix se superposent en accusations et en cris de toutes parts tandis que Johan observe le chaos se dérouler. Face à la scène, il voit la paix retrouvée à Marseille être détruite par des bandits. Il commence alors à se demander ce que font les mercenaires. Dans son bureau, Ibelka entre en trombe et annonce qu'elle a une terrible nouvelle pour la directrice Ayane. Déjà au courant des corps qui ont été retrouvés, Ayane demande ce que font les mercenaires d'Eocode. Ibelka hésite un instant avant de répondre. Elle rapporte qu'ils n'ont pas pu contacter les mercenaires d'Eocode, ce qui amène Aion à se demander ce que cela signifie exactement. Ibelka révèle alors que le corps de l'officier de liaison a été retrouvé près de la forêt la veille dans un état vraiment horrible. Et on songe que les mercenaires d'Eocode ont une force militaire comparable à celle d'une ville entière et ne peut imaginer qu'ils soient vaincus par une simple bande de bandits. Saisie par la tension, elle frappe la table et appelle Ibelka, qui répond promptement. La directrice lui ordonne d'amener Svetlga, le mage de la rivière Ifial, pour savoir grâce à ses prophéties s'ils ont vraiment été vaincus. La rivière Ifial coule sous le clair de lune. Svetlga plonge sa main dans les eaux et prétend comprendre la situation. Il dit à Katana qu'elle se trompe et que chercher les mercenaires ne changera rien. Selon la prophétie, Johan, l'homme qui a tué le chien de l'empereur et s'est enfui, se cache maintenant dans les environs de Marseille. Pourtant, Svetlga affirme que les choses ne se passeront pas comme ce salaud l'a imaginé.